Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux donc, pour assister à la deuxième conférence que nous organisons l'ESP avec le vice-rectorat Direction Générale des Enseignements. Des conférences qu'on organise donc annuellement. La première a eu lieu en mars dernier. C'est Jean-Christophe Gay qui nous avait fait le plaisir de nous parler de la géohistoire du tourisme dans le Pacifique et en Nouvelle-Calédonie. Et donc ce soir, c'est Stéphane Mainviel qui va donc nous parler de ces élèves calédoniens qui racontent l'histoire de leur pays. L'an prochain, on reprendra le cycle de conférences donc en partenariat avec le vice-rectorat à propos de thématiques qui ont un lien avec l'enseignement de l'histoire et de la géographie de la Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup et puis prenez beaucoup de plaisir à écouter mon collègue. Merci beaucoup Ève. Donc bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux pour assister à cette conférence. Je vais faire quelques petits saluts particuliers avant de commencer. Un premier salut particulier pour les étudiants et les étudiantes qui sont là nombreux ce soir. Et pour certains d'entre eux, je ne m'attendais pas à les voir, donc merci beaucoup d'être là. Un merci aussi tout spécial aux étudiantes d'histoire-géographie de l'ESP en master MEF second degré, puisque une partie des résultats que je vais présenter ce soir est aussi un peu le produit de leur travail. Donc merci à toutes les 5, elles sont plutôt de ce côté-là. Et puis je voulais aussi dire merci, alors il y en a quelques-uns qui sont là, mais il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas là, à tous les enseignants qui ont contribué à la production de récits sur l'histoire de ton pays. Voilà, puisque sans ces enseignants, je ne pourrais pas être devant vous ce soir pour vous présenter les choses que j'ai prévu de vous montrer. Donc voilà, donc merci à tous et puis des petits merci particuliers pour certains. Voilà. Donc pour commencer, donc le titre de la conférence de ce soir, vous le voyez, c'est les élèves calédoniens racontent l'histoire de leur pays. Donc il ne vous aura pas échappé que c'est un titre, on va dire que moi en tout cas je considère comme un titre un peu accrocheur, à la limite racoleur. Voilà. C'est surtout un titre que je voudrais un peu remettre en perspective en soulignant le fait que cette conférence, on l'avait prévue depuis plusieurs mois avec Ève et avec Isabelle Amiot. Et puis cette conférence, elle était prévue depuis assez longtemps avec ce titre-là. Et bien évidemment, on ne peut pas aujourd'hui regarder ce titre sans penser à des choses qui ont été dites récemment sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, l'apprentissage de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie à l'école. Et donc le titre que j'ai choisi il y a longtemps peut aujourd'hui un peu paraître en décalage par rapport à des prises de position où on entend des gens nous dire que les élèves ne connaissent pas l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, etc., etc. Et donc moi je vais vous dire que quand même ils peuvent la raconter même s'ils la connaissent pas. Donc voilà, donc c'est un peu pour essayer de resituer un peu, les choses. Voilà. Et donc dire surtout que grosso modo on a là affaire à un petit télescopage qui est totalement fortuit entre des choses qu'on entend en ce moment sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et l'apprentissage de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et ce que je vais vous raconter ce soir. Donc le positionnement, et qui est un positionnement totalement assumé que j'ai choisi pour ce soir, c'est de me focaliser sur les élèves. C'est-à-dire qu'est-ce que les élèves sont capables de produire, qu'est-ce qu'ils sont capables de raconter, quels récits ils sont capables de faire quand on leur demande de raconter l'histoire de leur pays. Et donc tout ce que je vais vous raconter là ce soir part de récits qui ont été produits par les élèves à partir d'une consigne qui leur a été donnée. Alors, il va falloir que vous attendiez un petit peu avant de voir des résultats, de voir des données, de voir des tableaux, etc., etc., puisqu'avant de venir au cœur du sujet, je vais quand même consacrer un premier temps pour vous présenter le projet de recherche dans lequel s'inscrit ce dont je vais vous parler ce soir. Donc il s'agit en fait d'un projet de recherche que je mène, on va dire, depuis un peu plus d'un an, pratiquement un an et demi, on va dire, sur l'histoire et son enseignement en contexte océanien. Donc ce projet de recherche, je le mène en fait dans le cadre de la préparation d'une habilitation à diriger des recherches. Donc je prépare un dossier qui, je l'espère, sera finalisé pour la fin de l'année prochaine
sur l'expérience de l'histoire dans et hors de l'école en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu. Et donc dans le cadre de ce dossier que je prépare, je mène, on va dire, 3 types de projets de recherche en parallèle qui sont liés et que je mets en relation ensuite dans l'analyse que je fais. Donc je vous ai mis là, alors je suis désolé, ça fait un peu tassé, mais je vais vous le dire, donc c'est pas très très grave. Le premier aspect qui m'intéresse au sujet de l'histoire et de son enseignement en contexte océanien, c'est d'abord le fait de savoir comment les enseignants envisagent l'enseignement de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et du Vanuatu par rapport au cadre qui est posé par les programmes scolaires. Et donc là, je vais essentiellement m'appuyer sur des questionnaires en ligne à destination des enseignants et sur des entretiens semi-guidés avec des enseignants pour voir un petit peu ce que les enseignants font des programmes scolaires, comment est-ce qu'ils les abordent, quelles sont éventuellement aussi les difficultés qu'ils rencontrent avec ces programmes scolaires. Une autre question qui m'intéresse beaucoup dans le cadre de ce travail, c'est comment les enseignants mettent réellement en œuvre dans les classes un enseignement sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et du Vanuatu. Et donc pour pouvoir voir comment ça se passe réellement dans les classes, donc je mène depuis quelques mois en Nouvelle-Calédonie beaucoup d'observations de classe avec des enseignantes qui ont eu la gentillesse et l'amabilité de bien vouloir m'accueillir pour suivre leur travail. Et je mène donc avec des enseignants un travail collaboratif justement sur cette question de l'enseignement de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne le volet calédonien. Et enfin, le troisième aspect qui m'intéresse dans cette recherche, et c'est essentiellement sur cet aspect-là que je vais vous présenter des choses ce soir, c'est quels sont les savoirs et les représentations des élèves calédoniens et vanuatais sur l'histoire de leur pays. Et c'est donc dans ce cadre-là que j'ai eu l'occasion, depuis grosso modo la fin de l'année 2018, de collecter des récits produits par les élèves, des récits dont je vais vous présenter ce soir quelques éléments, quelques premiers éléments d'analyse. Alors, ce projet de recherche, il s'inscrit dans une perspective scientifique, et donc je me base pour envisager mon travail sur des concepts théoriques en lien avec l'histoire et son enseignement. Donc, je vais vous présenter 4 concepts qui sont pour moi au cœur de ma démarche d'investigation dans le cadre de ce projet. Donc, le premier concept, c'est celui de culture historique. Alors la culture historique, ce qu'est la culture historique a été étudié par de très nombreux chercheurs dans le monde. Et moi je me base notamment pour me positionner par rapport à ce concept de culture historique sur les travaux du chercheur suédois Carlsson, qui définit la culture historique comme ce qu'une société juge important de préserver, d'enseigner, de transmettre et ou d'oublier. Carlsson insiste sur le fait que cette culture historique, elle n'est pas un donné, elle est un construit social qui est en évolution permanente et qui fait l'objet de négociations entre les acteurs sociaux. Donc c'est un objet qui est extrêmement mouvant, malléable, évolutif. Pour Carlsson, cette culture historique, c'est l'histoire telle qu'elle circule dans la société, donc y compris dans la perspective qui m'intéresse ici ce soir, chez les jeunes. Le deuxième concept sur lequel je m'appuie pour mener mes travaux est le concept de mémoire historique. Alors là aussi, il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur ce concept. Et là, ce soir, j'ai décidé notamment de mettre en exergue la définition et le positionnement par rapport à ce concept que nous donne l'historien américain James Verch, qui nous dit que la mémoire historique est un cadre partagé qui permet de relier le passé au présent pour rendre le passé utile. Et donc dans ses travaux, il emploie l'expression en anglais de « useful past ». Il nous dit également que l'histoire scolaire peut jouer un rôle important dans l'affirmation d'une mémoire collective, mais seulement à la condition que cette histoire fasse l'objet d'un consensus. Donc consensus à l'école, mais aussi entre l'école et la société, dans la société en général. Et enfin, le troisième auteur dont j'aimerais vous parler ce soir comme fondement, base de ma réflexion théorique, c'est le philosophe et historien allemand Jörn Rüsen, qui notamment a beaucoup écrit sur 2 concepts historiques qui m'intéressent beaucoup et dont vous allez beaucoup entendre parler environ jusqu'à 18h, 18h05, 18h10. Donc d'abord le concept de conscience historique et le concept d'orientation historique. Donc Jörn Rüsen définit la conscience historique comme une grille de lecture qui permet d'analyser la manière dont les individus comprennent l'histoire. C'est-à-dire c'est pas seulement l'histoire considérée comme un savoir, mais aussi comme
un construit lié à des processus cognitifs, à une analyse, à la manière dont on comprend tout cela. Rusen nous dit que la conscience historique permet à chaque individu de se positionner à l'égard du temps, de créer un lien entre le passé, le présent et le futur. Et grosso modo, Jörn Rusen nous dit que la conscience historique, c'est comment les individus se positionnent dans le présent et envisagent le futur à partir de leur expérience du passé. Et Jörn Rusen nous dit que cette conscience historique, elle est en général assez peu souvent une conscience historique neutre. C'est-à-dire qu'à partir de leur compréhension du passé, les individus développent des idées. Ils se positionnent vis-à-vis de l'histoire. Et donc intervient ici le concept d'orientation historique, c'est-à-dire la mobilisation d'un certain nombre d'idées sur le passé pour considérer les possibilités offertes par le présent et le futur. Donc grosso modo, l'orientation historique, c'est, pour aller vite, le point de vue que chacun va développer sur le passé en fonction de ce qu'il en connaît et en fonction de ce qu'il en comprend. Donc voilà pour une présentation rapide de ces concepts historiques sur lesquels ensuite je vais revenir en fil rouge tout au long de la présentation. Alors cette conscience historique, elle est devenue, on va dire depuis le début des années 2010, un objet de recherche très à la mode. Et je vais vous présenter dans les 3 diapos suivantes 3 exemples de recherches qui ont été menées au cours des 10 dernières années sur la question spécifique de la conscience historique des jeunes. Donc dans le monde francophone, le travail pionnier est, à n'en pas douter, le travail mené par l'historien québécois Jocelyn Letourneau, qui au début des années 2010 a donc été interroger les élèves pour leur demander de raconter l'histoire de leur pays. Et il en a produit un livre, donc publié en 2014, et qui s'intitule « Je me souviens », point d'interrogation, le passé du Québec dans la conscience historique de sa jeunesse. Alors c'est intéressant ce travail sur le Québec, parce que si le Québec et la Nouvelle-Calédonie sont 2 pays par bien des aspects extrêmement différents, ce sont aussi des pays qui sont traversés par des problématiques en lien avec l'histoire, qui sont parfois des problématiques qui sont relativement proches. Et donc ce travail sur le Québec peut être un point d'appui intéressant déjà pour mener aussi des analyses comparatives par rapport aux résultats que l'on peut obtenir. Alors Jocelyn Letourneau, toujours lui, mais cette fois-ci en collaboration avec une chercheuse française, Françoise Lantôme, donc tous les deux ont décidé, toujours dans les années 2010, de développer un vaste projet de recherche qui cette fois-ci s'étend plutôt à l'échelle de l'Europe, un peu sur le modèle du Québec, pour aussi essayer de regarder quelle est la conscience historique des jeunes Européens. Et donc dans ce cadre-là, ont été collectés plus de 6000 récits. Alors la majeure partie de ces récits ont été collectés en France, notamment en France métropolitaine, mais on a aussi des récits qui ont été collectés en Corse ou à La Réunion. Et puis on a aussi été interroger des élèves dans d'autres régions d'Europe, la Catalogne, l'Allemagne, la Suisse, etc. Et donc ce travail de recherche qui concerne plutôt ici l'échelle européenne a donné lieu en 2016 à la publication d'un ouvrage intitulé « Le récit du commun, l'histoire nationale racontée par les élèves ». Enfin, pour vous montrer aussi que vraiment cette question de l'étude de la conscience historique des jeunes suscite aujourd'hui pas mal d'intérêt chez les chercheurs, je vous ai mis un autre exemple de publication relativement récent. En 2017, la revue London Review of Education a publié un numéro spécial qui se concentre aussi sur ces aspects de la conscience historique des jeunes, de l'étude de cette conscience historique, avec donc un numéro spécial intitulé « Negotiating the Nation, Young People, National Narratives and History Education ». Donc négocier la nation, les jeunes, les récits nationaux et l'enseignement de l'histoire. Et donc dans ce numéro spécial de la London Review of Education de 2017, on va trouver aussi des analyses sur la conscience historique des jeunes en Afrique du Sud, en Suède, en Belgique, en Ouganda. Donc on va trouver un petit peu tous les continents représentés dans les différents articles qui figurent dans ce numéro. Donc au travers de ces 3 exemples, voilà, je pose l'idée que l'objet de recherche qui m'intéresse aujourd'hui est un objet de recherche que je ne suis pas le seul à avoir. C'est plutôt même, on va dire, je rejoins un mouvement qui existe depuis quelques années et qui a déjà été relativement productif. Alors, si on revient maintenant à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie ou du Pacifique, donc on ne dispose aujourd'hui d'aucune étude sur la conscience historique des jeunes
en Nouvelle-Calédonie ou dans d'autres pays ou collectivités du Pacifique. Cependant, on ne part pas complètement de zéro, puisqu'il y a déjà des gens qui ont réfléchi, grosso modo, sur l'histoire, la manière, la relation qu'on a à l'histoire, la manière dont on s'approprie ou on ne s'approprie pas son histoire, l'interprétation qu'on a de l'histoire. Et bien évidemment, dans ce cadre-là, la référence au livre un peu ancien, mais réédité récemment, de Louis-José Barbançon sur le pays du non-dit, est un incontournable, même si Louis-José Barbançon n'aborde pas spécifiquement, forcément dans cet ouvrage, la question des jeunes et de la manière dont les jeunes considèrent leur histoire. Et puis alors, voilà, merci Christophe d'être là ce soir. Je suis obligé aussi de faire référence. Alors, je n'ai pas assisté au séminaire que tu as donné récemment dans le cadre du Cressica, mais en revanche, j'ai été très intéressé par l'article, l'entretien qui est paru en fin de semaine dernière sur actu.nc, et où on a aussi des choses intéressantes pour permettre d'appréhender et de voir, grosso modo, quel peut être ici plus largement le rôle de l'école dans la transmission et l'appropriation d'une histoire calédonienne. Et je crois que je ne trahirai pas ce qui est dans l'entretien si je dis que, grosso modo, les choses qui sont affirmées dans cet entretien sont quand même relativement dures à l'égard de l'école. Je crois que vous n'avez qu'à regarder les deux choses que j'ai mis ici à la fin en bas du diapo. Donc les élèves ne connaissent pas leur histoire car la manière dont elle leur a enseigné leur est étrangère. Et en 30 ans, l'école n'est pas l'endroit où un passé commun a émergé. C'est bon, je n'ai pas trahi ce qui est dit dans l'article ? Tout va bien, bon, parfait. Donc, l'idée ici, c'est bien qu'on n'a pas aujourd'hui de véritables données quantifiables pour permettre de mesurer ce que les élèves savent réellement de l'histoire de leur pays. Mais grosso modo, on a quand même, et alors ce n'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose qu'on entend depuis plusieurs années, on va dire des idées sur le fait que l'école ne remplirait pas son rôle pour permettre aux jeunes, si je traduis dans mon idée à moi, de développer une conscience historique en lien avec l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Donc en partant de tout ça, quels sont les points saillants de la recherche dont je vais ce soir vous présenter quelques premiers résultats ? Donc le premier élément important, c'est que donc on va se concentrer sur ce que les élèves calédoniens sont capables de dire et de raconter sur l'histoire de leur pays. Et je peux déjà un peu teaser la suite de la conférence en vous disant que les élèves calédoniens, ce qui va les caractériser, par exemple, c'est le fait qu'ils ne sont pas tous d'accord sur le fait de savoir quel est le pays dont ils vont raconter l'histoire, quand on leur demande de raconter l'histoire de leur pays. Le deuxième élément qui, pour moi, est le plus important et qui est véritablement central dans la démarche de recherche, c'est l'idée qu'il ne s'agit pas, au travers de ce travail, de stigmatiser les élèves en leur disant « vous savez un peu, vous savez beaucoup, vous ne savez pas ». C'est-à-dire qu'ici, l'idée, c'est véritablement de considérer que les élèves savent des choses, alors peut-être des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, peut-être des choses qu'on ne va pas trouver suffisantes, peut-être des choses qui ne vont pas nous faire plaisir, mais ils ont peut-être des choses à nous dire sur l'histoire de leur pays, et on s'intéressera bien sûr notamment à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Donc l'idée, et qui est aussi développée par beaucoup de chercheurs, c'est que grosso modo, quand on s'intéresse aux connaissances sur l'histoire, c'est surtout pour pointer du doigt les lacunes, les manques, tout ce qu'on ne sait pas, et que finalement, on oublie peut-être de valoriser aussi ce que les élèves savent. Et donc moi, je vais partir du principe que les élèves savent des choses, et je vais vous montrer tout à l'heure exactement ce qu'ils savent. Donc on va partir de ce qu'ils savent, et on va essayer de tenir compte de l'ensemble des savoirs et des représentations que les élèves mobilisent, quelle que soit la provenance, quel que soit le contenu de ces savoirs et des représentations. Donc on va voir, je vais vous montrer tout à l'heure comment j'ai mis en place un protocole de recherche qui était destiné à permettre le plus largement possible aux élèves de dire ce qu'ils pensaient, ce qu'ils savaient réellement sur l'histoire de leur pays. Donc tout cela a pour objectif de déceler quelles sont les interprétations que les élèves ont de l'histoire, quelles sont les orientations historiques de leur récit. L'objectif est aussi d'analyser la mise en récit d'une histoire nationale. Alors j'ai mis ici nationale entre guillemets, puisque dans le cas par exemple de la Nouvelle-Calédonie, on va pouvoir parler d'une histoire nationale, mais pour un pays qui n'est pas encore tout à fait complètement un pays dans le sens où on l'entend habituellement, donc c'est un peu compliqué, donc j'ai mis national entre guillemets, comme ça je suis sûr, j'espère au moins de fâcher personne. Donc quelles sont les mises en récit d'une histoire nationale par les élèves et ses caractéristiques. Et enfin, mesurer s'il existe, on va voir que oui, un décalage entre l'histoire enseignée par les professeurs dans les classes et l'histoire appropriée et restituée dans les récits par les élèves.
Donc pour atteindre un peu tous ces objectifs, donc j'ai mis en place un protocole de recherche, dont je vais vous présenter ici rapidement les principales étapes, et après je vous rassure, on va vite arriver au résultat. Donc l'étape 1 a été de construire le cadre dans lequel j'allais collecter les données. Et donc pour ce faire, en m'inspirant des travaux déjà menés dans d'autres pays, j'ai construit un formulaire. Donc ce formulaire, vous l'avez ici qui apparaît sur l'image, donc un formulaire de collecte des données qui contient 4 parties principales. Donc la première partie, vous arrivez à voir partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, c'est bon? Donc la partie 1, ce sont des éléments d'identification qui permettent donc de collecter des informations sur les élèves qui répondent tout en garantissant leur anonymat. Et j'insiste sur le fait que parmi les questions que je demande pour identifier les élèves, il y a la fameuse question « À quelle communauté t'identifies-tu » Ce qui va me permettre après aussi d'avoir des résultats intéressants en fonction de l'identification communautaire précisée, déclarée par les élèves dans le formulaire. Donc ici, la nomenclature que j'ai choisie, c'est tout simplement un copier-coller de la nomenclature qui avait été utilisée lors du recensement de la population en 2014, puisque à l'époque où j'ai mis en place ce formulaire, on n'était pas encore sur le nouveau recensement de 2019. Vous avez ensuite une deuxième partie du formulaire, donc c'est la consigne qui est donnée aux élèves. Donc je l'ai mise en plus gros pour que vous puissiez bien la lire. Dans cette consigne, il est demandé aux élèves de raconter, donc c'est raconte comme tu le veux l'histoire de ton pays. Tu peux organiser ta réponse comme bon te semble, en insistant sur les éléments du passé que tu juges importants, sans te préoccuper de la manière dont on écrit habituellement l'histoire. Donc grosso modo, laisser la plus grande liberté possible. Bon, alors cette liberté, je la donne, mais en même temps, vous voyez, j'ai un formulaire avec des traits déjà. Donc ça veut dire que malgré tout, on s'attend à avoir une réponse qui va être plutôt une réponse écrite. Et en réalité, il a été assez rare que les élèves répondent à la consigne par autre chose qu'un texte. J'ai eu parfois des frises chronologiques, j'ai eu quelques dessins, mais dans plus de 90% des cas, ce sont des textes qui ont été produits. La troisième partie du formulaire demande aux élèves de choisir dans une liste prédéterminée quelles sont les 5 principales sources d'informations qui leur ont permis d'écrire le récit tel qu'ils viennent de l'écrire. Donc il va y avoir les cours suivis pendant la scolarité, les discussions en famille, etc., etc. Vous verrez tout ça plus dans le détail et surtout en plus gros tout à l'heure. Et enfin, la dernière partie du formulaire invite les élèves à résumer en une phrase, un mot ou une expression l'histoire de leur pays, c'est-à-dire essayer de rassembler dans une formule relativement courte quelque chose qui va résumer ce qu'ils ont écrit précédemment. Alors, ce formulaire, donc pour le soumettre, j'ai préparé des préconisations donc, qui avaient pour objectif d'être transmises aux enseignants qui m'ont aidé à collecter les données. Alors, les préconisations pour la passation étaient la première que les élèves devaient répondre à ce formulaire en présence d'un enseignant dans les cours d'histoire-géographie EMC. Donc ça pose aussi une limite à l'enquête, puisque finalement ça se fait en cours d'histoire-géo. Et que donc l'élève, il est légitimement autorisé à penser que si ça se passe en histoire-géo, ce qu'on va lui demander est en lien avec des choses qu'il a déjà faites en histoire-géo. Ce n'est pas quelque chose qui est fait en dehors de l'école, qui est fait dans un autre contexte, mais on est bien dans le contexte de la classe. Alors ça peut être un avantage, mais ça peut être aussi une limite dans le protocole de recherche. Les élèves avaient environ 45 minutes pour compléter le formulaire, donc quelque chose qui ressemble grosso modo à une séance de cours. Donc ça veut dire qu'ils avaient le temps de réfléchir à ce qu'ils allaient écrire, etc., etc. Et surtout, j'ai beaucoup insisté auprès des enseignants sur le fait qu'au moment où ils faisaient passer le formulaire, il fallait qu'ils donnent le moins d'explications possible sur ce qui était attendu. Donc grosso modo, la consigne principale, c'était « raconte comme tu le veux l'histoire de ton pays ». Et grosso modo, de mon point de vue, la consigne était suffisamment claire pour ne pas nécessiter d'explications. Et notamment, j'ai beaucoup insisté auprès des enseignants sur le fait qu'il ne fallait pas qu'ils commentent l'utilisation du mot « pays ». Ils n'avaient pas notamment à dire quel était le pays dont les élèves devaient raconter l'histoire, puisque dans mon esprit, ce pays pouvait être n'importe quel pays. C'est-à-dire, bien entendu, la Nouvelle-Calédonie, mais pourquoi pas aussi la France, ou tout autre pays, et c'est comme ça que ça apparaissait dans les consignes de passation, tout autre pays réel, souhaité ou imaginé. Donc il s'agissait le moins possible d'enfermer les élèves et de leur laisser le choix de se positionner comme ils le souhaitaient. Dernier élément, donc les enseignants qui faisaient passer le formulaire
devait préciser de manière très claire aux élèves que c'était donc un travail qu'ils rendaient qui était totalement anonyme, c'est-à-dire qu'on n'avait pas possibilité de remonter à la source pour savoir qui avait précisément écrit le texte. Il devait insister sur le fait que le formulaire devait être complété en entier. Et enfin, il devait préciser aux élèves qu'il ne s'agissait pas d'une évaluation pour bien faire la différence par rapport à une évaluation qui pouvait avoir lieu à la suite d'un enseignement précis dans le cadre des cours. Donc après avoir construit ce formulaire, avoir élaboré les consignes de passation, ces formulaires ont été dans un premier temps testés auprès d'un groupe réduit d'élèves et de classes à la fin de l'année 2018, donc c'était juste après le premier référendum et avant les vacances scolaires. Et donc ce sont les étudiants qui à l'époque étaient en deuxième année de master qui dans le cadre de leur stage sont partis dans les établissements avec les formulaires pour commencer à collecter et à regarder un peu comment ça se passait si on donnait ça aux élèves. Donc on a collecté à cette occasion environ 240 récits, donc uniquement dans des lycées. Et finalement les résultats étaient, on va dire, de qualité. Ce qui a fait que l'étape 3, à la rentrée 2019, j'ai diffusé beaucoup plus largement auprès d'enseignants volontaires le formulaire pour qu'ils le fassent compléter à leurs élèves. Alors, j'ai choisi sciemment de diffuser ça au moment de la rentrée scolaire, puisque je voulais vraiment le plus possible déconnecter la tâche que je demandais à faire d'un enseignement qui aurait pu avoir lieu juste avant et qui pourrait forcément influencer sur ce que les élèves allaient raconter de l'histoire. Si par exemple ils avaient fait juste avant la colonisation en 4e et que moi j'arrivais avec mon formulaire, on pouvait imaginer que peut-être on aurait beaucoup de choses sur la colonisation. Donc là, comme c'était au moment de la rentrée scolaire, grosso modo, il y avait 2 mois qu'ils n'avaient plus fait d'histoire et donc grosso modo on partait pas d'une page blanche, mais en tout cas il n'y avait pas de lien avec un enseignement juste avant qui pourrait influencer les résultats. Donc dans le premier semestre 2019, donc j'ai collecté tous ces formulaires et puis le reste de l'année 2019 a été consacré à saisir, puisque c'était des formats papier et puis c'était manuscrit. Donc moi j'ai tout retapé sur l'ordinateur et donc cette année, une fois que tous ces récits ont été saisis informatiquement, j'ai pu commencer à exploiter les données, à essayer d'obtenir des résultats. Donc des approches à la fois quantitatives et qualitatives sur la manière de traiter les données. Et notamment, l'une des originalités de la manière dont je traite les données, mais ce soir j'en parlerai assez peu dans les résultats que je vais vous montrer, c'est le fait d'utiliser pour étudier ces récits le logiciel d'analyse des données textuelles Iramutech, développé par le chercheur français Pierre Ratineau. Donc ça y est, on va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà l'échantillon sur lequel je me base pour vous présenter les résultats. Donc au total, j'ai collecté, donc entre fin 2018 et début 2019, 2275 récits d'élèves. Donc ça représente grosso modo 7,5% des élèves scolarisés en Nouvelle-Calédonie de la 6e à la terminale en 2019. Donc au départ, le projet était aussi d'aller voir du côté des CM1, des CM2, et puis pour tout un tas de raisons, ça ne s'est pas fait. Donc je me borne essentiellement sur des données qui portent sur des enseignants, sur des élèves du second degré. Donc vous avez sur la partie de gauche les données correspondant aux récits collectés dans des collèges. Donc vous voyez, il y en a un peu moins de 1700. Et si vous regardez les noms des collèges, vous voyez qu'il y a des collèges qui sont répartis un petit peu partout en Nouvelle-Calédonie. Et sur la partie de gauche, vous avez cette fois-ci les données collectées dans les lycées. Donc il y a un peu moins de 600 récits. Et là aussi, je couvre quand même pas mal l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie avec ces récits collectés. J'insiste cependant sur le fait que cet échantillon n'a pas vocation et n'est pas tout simplement représentatif dans la mesure où les données collectées reposant essentiellement sur le volontariat de certains enseignants, j'ai été un peu tributaire des gens à qui j'ai écrit pour leur demander et des gens qui ont répondu, qui ont bien voulu faire, etc. etc. Donc j'ai quelques angles morts. Donc les principaux angles morts sont par exemple que la province Nord et la province des îles sont surreprésentées par rapport, dans mon échantillon, par rapport à la part qu'elles représentent dans la population calédonienne. Un autre angle mort de mon échantillon, c'est une partie de la côte ouest de la Grande Terre. Grosso modo, tout ce qui se trouve au nord de Païta et jusqu'à Poya, je n'ai pas de données sur cette partie-là. Un autre point aussi important à souligner, j'ai peu de données
pour des élèves qui sont dans des écoles privées ou dans des établissements privés, c'est surtout des données qui proviennent d'établissements publics. Mais là, j'étais aussi un peu dépendant de mon réseau d'enseignants pour pouvoir collecter les données. Et enfin, le dernier point faible de mon échantillon, c'est que je touche assez peu, voire très peu, des élèves qui sont scolarisés dans des lycées professionnels. Voilà. Donc toutes ces limites mises bout à bout, c'est quand même une limite dans les résultats que je vais vous présenter. Je ne suis pas forcément persuadé que le fait d'avoir ces types d'établissements dont je viens de parler aurait grandement changé les résultats que je vais vous montrer. Mais il faut bien avoir quand même conscience que même si on a des récits qui proviennent de l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, il y a quand même des limites sur la représentativité de l'échantillon. Alors j'en viens maintenant, celle-là je vais la passer pour gagner du temps, aux premiers résultats et premières analyses à partir de cet échantillon de récits constitués. Donc je vais aborder 5 points, donc 5 types de résultats différents, 5 types d'analyses différentes à partir de données différentes. Donc le premier point, certainement l'un des plus importants que vous attendez j'imagine depuis un petit moment, c'est de quel pays les élèves calédoniens racontent l'histoire quand on leur demande de raconter l'histoire de leur pays. Alors je m'attendais, compte tenu de la question que j'avais posée, à voir apparaître des choses relativement contrastées. On peut dire que je n'ai pas été déçu de ce point de vue-là, voire même on va dire que les récits qu'ont produits les élèves ont été bien plus variés que ce que j'imaginais. Donc ici, une petite précision importante. Quand les élèves répondent, il n'y a pas un endroit dans le formulaire où ils déclarent « je raconte l'histoire de tel pays ». Donc eux, ils font leur tâche, et c'est moi à la lecture qui ai essayé d'identifier de quel pays on parlait. Donc ça veut dire qu'intervient quand même à un moment donné la subjectivité de celui qui lit, et intervient aussi la subjectivité du chercheur qui procède à un classement. Mais je pense quand même que mon classement, je ne vais pas non plus toujours me mortifier, mais il a quand même un intérêt et il a quand même, je pense, sa raison d'être. Alors je vais revenir sur quelques éléments qu'on voit apparaître dans ce tableau. Le premier, donc on va aller plutôt du bas vers le haut. Donc on va commencer par tout en bas. D'abord, on voit très peu d'élèves qui ont rendu copie blanche, pour faire simple. Donc seulement 65, donc la majorité des élèves ont écrit quelque chose. Alors ils ont souvent écrit, ils ont parfois plutôt, ce serait plus juste, ils ont parfois écrit des choses qui ne correspondaient pas à ce que j'attendais du tout. C'est ce que j'ai appelé dans mon tableau, c'est à ce niveau ici, les textes hors sujet, c'est-à-dire aucun pays identifiable. Grosso modo, je vais vous raconter quand j'ai été à la rivière avec mes cousins, je vais vous raconter comment ça s'est passé quand je suis né, je vais vous raconter de toutes des choses vraiment dans tous les sens. Je vais vous raconter la dernière fois où j'ai joué à Fortnite, je vais vous raconter... voilà. Bon, donc là, le premier sentiment qu'on peut avoir, c'est je suis face à des élèves qui n'ont pas compris la consigne. Et donc on leur dit raconte comme tu le veux l'histoire de ton pays, et en fait, eux ils ont compris, raconte-moi une histoire, raconte-moi quelque chose qui t'est arrivé. Bon. Donc ça c'est le premier degré d'analyse. Mais on peut aussi interpréter ça différemment. Et on peut se dire qu'on a peut-être aussi affaire à des élèves qui étaient un peu bloqués, ne savaient pas quoi dire, n'ont pas de connaissances, etc., qui ont quand même essayé de faire la tâche et qui ont, on va dire, peut-être choisi une stratégie d'évitement en disant il veut que je fasse quelque chose, je vais lui faire, mais voilà, je vais lui proposer un truc et puis voilà. Bon, j'aimerais aussi m'arrêter un peu plus assez longuement sur une autre catégorie qui m'a posé beaucoup de problèmes au moment de la classer, c'est celle-ci, récit, conte ou mythe océanien. Donc là, j'aime autant vous dire que j'ai lu plusieurs fois Les 5 frères, j'ai lu plusieurs fois Le Sceau du guerrier, j'ai lu plusieurs fois Le poulpe et le rat, etc., etc. Donc quelque chose que j'anticipais un peu, mais qui, vous le voyez, bon, c'est pas énorme, hein, c'est 4% des récits, mais qui est quand même relativement présent. Bon. Ça ne vous surprendra pas si je vous dis que les 2/3 de ces récits sont rédigés par des élèves qui se déclarent dans le formulaire Kanak, et pratiquement à 90% par des élèves qui sont soit kanak, soit d'une autre origine océanienne. Wallisien, Futунien, Vanuatais, tout ce que vous voulez. Bon. Alors, ces récits, quand je les ai vus arriver, dans un premier temps, je me dis où est-ce que je vais les classer ? Parce qu'une première chose pourrait de dire, ces récits-là, finalement, d'une manière ou d'une autre, ils parlent de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, je pourrais les intégrer dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie.
mais en même temps, est-ce que c'est vraiment de l'histoire? Donc finalement, j'ai décidé de les classer à part. Et je m'interroge toujours beaucoup aujourd'hui sur la signification du choix fait par ces élèves de raconter l'histoire de leur pays par le biais d'un récit, d'un conte, d'un mythe océanien. Donc comme dans le cas précédent, on peut dire, ben voilà, peut-être l'élève n'a pas compris la consigne, peut-être que quand on lui demande raconte l'histoire de ton pays, il a compris raconte une histoire de ton pays, ce qui pourrait expliquer le positionnement. Mais on va dire que la mobilisation à un tel niveau par des élèves de savoir que je qualifierais de savoir culturel ou de savoir autochtone interroge sur la manière dont certains élèves considèrent que certains savoirs peuvent être considérés comme historiques. Je ne sais pas si c'est très clair. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à plusieurs reprises dans ces récits, contes ou mythes océaniens, les élèves précisent de manière très explicite que ce qu'ils racontent là, ce n'est pas une histoire inventée, mais ça correspond à quelque chose qui s'est réellement passé. Et donc pour eux, c'est une vérité historique qu'ils sont en train de raconter là en faisant ce choix. Alors, maintenant qu'on a bien débroussé la partie basse du tableau, donc bien évidemment, on le voit, la majorité des élèves qui ont répondu à l'enquête ont choisi la Nouvelle-Calédonie comme pays dont ils voulaient raconter l'histoire. Et grosso modo, il n'y a personne qui arrive à concurrencer la Nouvelle-Calédonie quand on demande à un élève de raconter l'histoire de ton pays. Je voudrais quand même souligner quelques points importants. Dans la consigne, 2 points. Dans la consigne, on demande aux élèves de raconter l'histoire de ton pays, pas par exemple l'histoire de tes pays. Ça veut dire qu'on les met face à un choix qui peut être naturel pour eux ou un choix qui peut être difficile. Alors j'ai très peu de récits dans lesquels les élèves ont décidé de raconter l'histoire de plusieurs pays ou de plusieurs territoires, mais j'en ai quand même quelques-uns que vous voyez notamment, je ne sais pas si vous voyez bien en haut, vous voyez par exemple Nouvelle-Calédonie et France 8, Nouvelle-Calédonie et Lifou 1, Nouvelle-Calédonie et Marais, etc., etc. Donc j'ai quand même des élèves qui ont un peu transgressé la consigne et qui n'ont pas pu s'empêcher de raconter l'histoire de plusieurs pays parce qu'ils s'identifient à plusieurs pays en même temps. Et puis l'autre point important que je voudrais souligner concernant les récits sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'un nombre non négligeable de récits sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie ne porte pas sur la Nouvelle-Calédonie dans son ensemble, mais sur une partie de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que pour des élèves, quand on leur dit « raconte l'histoire de la Nouvelle-Calédonie », c'est « je raconte l'histoire de Pueblo, je raconte l'histoire de Marais, je raconte l'histoire d'Ouvéa, je raconte l'histoire de Lifou ». Donc c'est essentiellement des élèves originaires des îles Loyauté qui se trouvent dans cette situation-là, mais on en trouve aussi, je disais, à Pueblo. Mais en tout cas, tout cela interroge sur la manière dont les élèves parviennent facilement, difficilement ou pas du tout à se projeter dans un pays pour en raconter l'histoire. Alors, la part de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie dans l'ensemble des récits, donc elle est importante, 75% grosso modo. On ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec les résultats qui ont été publiés récemment sur le recensement 2019 avec la fameuse question sur « estimez-vous être calédonien par communauté ?» Donc là, ce qui m'intéresse, ça va être surtout ici, où grosso modo, on voit qu'à peu près pour l'ensemble de la population calédonienne, un peu plus de 80% de la population calédonienne qui a été recensée se déclare calédonienne. Et finalement, il y a un lien, alors je ne sais pas quelle est la force de ce lien, mais je pense qu'il y a quand même un lien avec aussi le fait que on va dire un peu plus de 75% des élèves qui racontent l'histoire de leur pays racontent l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Alors, je vous ai mis ici un graphique, qui vous représente grosso modo la même chose que sur la diapositive précédente, mais cette fois-ci classée en fonction de l'identification communautaire des élèves au moment où ils ont complété le formulaire. Donc, vous voyez grosso modo que dans pratiquement toutes les catégories, on a une large domination de la Nouvelle-Calédonie, avec parfois des sommets assez importants, 83, 88, 89. Mais on remarque aussi que sur le tableau, il y a 2 exceptions, c'est-à-dire 2 catégories d'élèves qui semblent avoir plus de mal à penser automatiquement à la Nouvelle-Calédonie quand on leur demande de raconter l'histoire de leur pays. Donc d'un côté, les élèves qui se déclarent d'origine européenne ou européenne et calédonienne. Donc on voit qu'eux, ils sont quand même pas mal partagés entre histoire de la Nouvelle-Calédonie, histoire de France, au moment où on leur demande de raconter cette histoire. Et puis l'autre catégorie d'élèves qui aussi se caractérise par un nombre relativement limité par rapport aux autres d'histoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est les élèves qui se déclarent wallisiens-futuniens ou métis wallisiens et futuniens.
Donc on a bien deux catégories pour lesquelles il semble plus difficile, de manière systématique, de se projeter dans la Nouvelle-Calédonie de manière naturelle, automatique, quand on demande de raconter l'histoire de ton pays. Alors, je vous ai dit 5 choses, donc là on est maintenant à la deuxième. Donc après avoir vu de quel pays les élèves racontent l'histoire, quelle est l'orientation des récits? Donc quel est le point de vue des élèves sur l'histoire? Est-ce qu'ils en ont un? Quel est-il? Donc là, grosso modo, en m'inspirant des travaux déjà menés par des enquêtes précédentes, je vous les ai présentées tout à l'heure, j'ai construit donc cette grille. Donc on a d'abord d'un côté les récits neutres. Vous voyez qu'ils sont largement dominants. Alors ça ne veut pas dire forcément que les élèves sont capables juste de restituer des événements, des faits, des personnages, etc., etc. Mais on peut peut-être voir aussi là le fait qu'on est à l'école, qu'à l'école d'habitude on parle de l'histoire sans porter de jugement, sans s'engager, sans dire qu'il y a les bons, les méchants, les ceci, les cela. Et donc peut-être qu'il y a une volonté de la part des élèves de se conformer à ce modèle attendu au sein de l'école, d'une histoire neutre qui ne prend pas parti. On voit malgré tout que ce type de récit représente une part importante, mais qu'il y a aussi d'autres types d'orientations qui apparaissent. Et donc on voit notamment une opposition assez forte entre d'un côté les récits engagés en faveur de la cause indépendantiste et de l'autre côté des récits engagés en faveur de la cause non indépendantiste. Et ce qui saute aux yeux quand on compare ces deux colonnes-là, c'est que finalement on a une part relativement quand même importante d'élèves qui manifestent un engagement indépendantiste. Parfois, on le verra tout à l'heure avec des termes qui peuvent être relativement durs, violents, dans leur récit, avec des prises de position que ces élèves n'auraient pas forcément à l'oral, en classe, avec leur enseignant. Mais là, on a vraiment l'impression que, au moins du côté indépendantiste, pour aller vite, on a une parole qui se libère parfois dans le cadre de ces récits, ce qu'on peut mettre aussi en relation avec le contexte actuel de la Nouvelle-Calédonie, où on parle beaucoup de l'indépendance, où il y a quand même un clivage fort sur ces questions-là. Bon, en revanche, du côté non indépendantiste, c'est beaucoup moins net. Donc il y en a quelques-uns, quelques récits, mais finalement quelque chose qui est très marginal. Une autre catégorie intéressante à considérer dans l'orientation historique des élèves, c'est présente-t-il l'histoire de la Nouvelle-Calédonie selon des idées de progrès, de déclin ou mixte entre progrès et déclin? On voit finalement que dans cette catégorie-là, dans ces trois catégories-là, on a quelque chose qui apparaît quand même relativement équilibré, même si on a un pourcentage plus important pour l'histoire de la Nouvelle-Calédonie racontée avec une idée de progrès. Donc en général, quand on a un récit négatif, ce récit négatif, c'est souvent l'idée que aujourd'hui, dans la société calédonienne, ça ne va pas, il y a la délinquance, il y a la violence, il y a l'environnement qu'on dégrade, etc., etc. Et donc, grosso modo, on va dire qu'aujourd'hui, ça ne va pas par rapport à un avant qui allait mieux. On va aussi beaucoup trouver ça de la part d'élèves Kanak qui vont dire qu'aujourd'hui, les jeunes ne respectent plus la coutume, que ça ne va plus du tout, etc., etc. Du côté des récits positifs, récits de progrès, on va trouver deux types de récits. Alors, des élèves qui vont mettre en perspective sur un temps long l'idée d'un progrès en Nouvelle-Calédonie, en mettant directement ça en relation avec la mise en place de la colonisation, tout ce que la colonisation a fait de bien. Donc on est dans l'accord de Nouméa, les ombres et la lumière. Hein. Donc là, on va être plutôt dans la lumière. Et puis on va aussi trouver cette idée de progrès, mais cette fois-ci liée à une période qui va être beaucoup plus réduite, qui va être depuis, grosso modo, la fin des événements. Que depuis la fin des événements, la Nouvelle-Calédonie a connu beaucoup de progrès, etc., etc. Donc après, vous voyez que j'ai mis récit ironique, récit philosophique, donc des choses qui sont vraiment très marginales du point de vue de ce qu'on trouve dans les récits des élèves, et puis quelques récits inclassables qu'il a bien été bien difficile de positionner quelque part. Donc, troisième type de résultat que j'aimerais partager avec vous ce soir, qui va concerner maintenant le fait de savoir si les élèves, quand on leur demande cette fois-ci spécifiquement, quand on leur demande de raconter l'histoire de leur pays et qu'ils choisissent la Nouvelle-Calédonie comme pays dont ils racontent l'histoire, est-ce qu'ils sont capables de nous faire un récit historique, grosso modo, du début du peuplement jusqu'à nos jours, ou est-ce qu'au contraire, ça va être quelque chose où on va avoir des focus sur certains éléments et puis d'autres qui vont être totalement passés sous silence? Donc là, je vous rassure, il est extrêmement, enfin je vous rassure ou je vous inquiète plutôt, il est extrêmement rare d'obtenir des récits d'élèves qui permettent de dresser un panorama complet de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Ça va être des choses qui vont être plutôt des éclairages sur des moments particuliers.
Et donc là, aujourd'hui, je suis incapable de vous dire si c'est ça parce que soit ils ne connaissent pas le reste, ou alors parce qu'ils ont jugé ça comme le plus important. Puisque dans la consigne, c'était bien ce que tu juges le plus important. Donc ce n'est pas forcément tout. Alors j'ai quand même quelques récits qui me permettent d'avoir comme ça un panorama complet, donc ils sont relativement minoritaires, mais j'en ai quand même quelques-uns, et donc j'ai décidé de vous en lire un en intégralité ce soir. Donc c'est le récit qui a été écrit par un élève qui se déclare kanak, et qui l'année dernière était scolarisé en 4e au collège de Paille-en-Bouée, à Koné. Alors on va lire ensemble ce récit. Moi c'est un récit que j'aime beaucoup. Alors pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que, vous allez voir, il y a plein d'erreurs, il y a des confusions, il peut y avoir des amalgames, etc. Mais on a quand même l'impression, quand on lit ce récit, qu'on a face à un élève qui a quand même compris l'essentiel des grandes dynamiques de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et qui a déjà réussi à construire une vraie conscience historique sur cette histoire. Donc je vous fais la lecture, ça va prendre un peu de temps, mais j'espère que ça va vous plaire. Tout commença après la création de l'homme. Mon pays était peuplé par des Austronésiens qui arrivèrent en bateau. Ensuite, pendant quelques milliers d'années, nous vécûmes en paix, jusqu'à ce que les hommes blancs ou les colons arrivent. En arrivant, ils ont été planter leurs drapeaux sur notre plage. Cela se passa au XIXe siècle. Ces colons traitaient nos ancêtres de cannibales et de chiens. Depuis, nous vivons dans la terreur, le racisme et la discrimination. Ensuite, ils choisirent notre pays pour accueillir des criminels. Et quand ces criminels terminèrent leurs années de travail, ils avaient un morceau de terrain cédé par les tribus, mais ils ne devaient pas prendre plus et leurs chefs furent d'accord. Mais quelques années plus tard, ils changèrent de chef et lui était arrogant et méchant. Il prenait tout notre territoire. Un jour, un jeune kanak en avait marre que ses récoltes se fassent brouter par les vaches des colons. Il se plaignit au général, chef. Celui-ci s'en fichait complètement. Alors ce jeune kanak lança la révolte kanak et, dans tout le territoire, il y avait des guerres. Mes ancêtres qui venaient de Pointe-d'Igné se sont enfuis vers le sud, à Cognambo. Là-bas, le chef Noël avait tué tous les colons. Plus tard, il mourut décapité par un arabe. À la fin de la guerre, plus de 1000 Kanaks étaient morts et 200 Européens aussi. Le jeune Kanak était à taille, mais il mourut avec son sorcier décapité à la fois. Après cela, malgré la fin de la guerre, les Kanaks furent toujours maltraités. En 1914, les Blancs demandaient aux Kanaks de partir à la Première Guerre mondiale. Ce fut pareil pour la Seconde Guerre mondiale. Les Européens ont arrêté de maltraiter les Kanaks après la poignée de main de Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. Après, il y a le premier vote pour l'indépendance ou pas. Et là, la révolution recommença après. Après ce véritable massacre, Jean-Marie Tjibaou signa le traité de Nouméa. Et ça se finit comme ça. Donc on est d'accord, dans ce texte, il y a tout un tas de choses qui ne vont pas. Du point de vue des événements, des dates, des personnages parfois, etc., c'est bancal de partout. Mais quand même, cet élève-là, il a compris l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, ses grandes dynamiques. Et donc, finalement, est-ce qu'on a forcément besoin de connaître tous les événements, tous les personnages, tout ceci, tout cela exactement pour comprendre l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, ou même avec toutes ces choses imparfaites, on ne peut pas quand même déjà avoir une compréhension. Donc ça, c'est quelque chose que je vous laisse méditer. Bon, je reviens bien sûr sur le fait que ce récit-là est un peu... Alors, il y en a d'autres, hein, ce n'est pas le seul, mais ce n'est pas la majorité des cas. Dans la majorité des cas, les élèves vont plutôt insister sur certaines parties, certains éléments de l'histoire. Donc dans ce tableau, vous avez le découpage de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie en périodes. Alors les périodes, je n'ai pas été les chercher loin, notamment pour les 4 premières. C'est les périodes de l'histoire telles qu'on les enseigne à l'école primaire en Nouvelle-Calédonie, au cycle 3. Il y a des futurs professeurs des écoles qui connaissent forcément la frise chronologique de la DANC, découpée en 5 périodes. Donc les 4 premières sont identiques, la période austronésienne, la période kanak pré-européenne, les premiers contacts, la période coloniale. Et grosso modo, tout ce qu'il y a après 1946 et qu'on appelle dans la frise de la DANC l'époque contemporaine, moi j'ai décidé de le diviser en petits morceaux. Parce que je n'ai pas pu résister à ça, parce qu'il y a tellement de choses sur ces périodes proches du présent par rapport parfois aux grands riens qu'on trouve sur les périodes précédentes, que ça me semblait intéressant de faire un découpage qui correspondait plus, cette fois-ci complètement, à la dernière période telle qu'on la trouve sur la frise de la DANC. Alors vous avez la même chose représentée différemment, cette fois-ci sous la forme d'un graphique. Donc sur les 1718 récits faits par les élèves de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie,
les grands-parents pauvres, c'est tout ce qui est avant 1774. Les Austronésiens, 4,66% des élèves en parlent. La période kanak pré-européenne, 13,62% des élèves en parlent. Et alors quand je vous dis ils en parlent, quand ils en parlent, c'est souvent de manière extrêmement laconique. Les Austronésiens sont arrivés, point. Les Austronésiens ont peuplé, point. On ne va pas avoir des choses très élaborées, les poteries lapita, tout ça, rien, ou très peu. Et sur la période kanak pré-européenne, on a un résultat qui est meilleur, mais souvent en fait, quand les élèves abordent la période kanak pré-européenne, c'est pour dire, quand James Cook est arrivé, il y avait déjà des Kanaks, et puis pas grand-chose de plus. Et donc cette très faible part, finalement, des périodes les plus anciennes de la Nouvelle-Calédonie, interroge quand on sait la place qu'on accorde à ces périodes-là dans l'enseignement de l'histoire à l'école. Parce qu'autant on peut légitimement se plaindre qu'on n'étudie pas beaucoup dans les programmes, la place accordée dans les programmes, etc., que la part qu'on accorde aux périodes les plus récentes est relativement limitée, autant pour étudier les Austronésiens et les Kanaks avant James Cook, on a de la place, normalement, pour faire des choses. Et ce qu'on constate, c'est que grosso modo, il n'en reste rien, ou pas grand-chose, quand on demande aux élèves. Donc la question que je pose, c'est est-ce qu'ils considèrent ça comme de l'histoire ? Est-ce qu'ils considèrent qu'à cette époque-là, la Nouvelle-Calédonie, c'est la Nouvelle-Calédonie ou c'est autre chose ? Il y a plein d'éléments ici sur lesquels on peut réfléchir pour se demander pourquoi une telle situation. Alors vous allez me dire, waouh, ils sont super forts sur les premiers contacts. Pas trop en fait, parce qu'en dehors de James Cook, il n'y a pas grand-chose. Donc James Cook, indéniablement chez les élèves, c'est le grand héros de l'histoire calédonienne. Jean-Marie Tjibaou, Jacques Lafleur, à côté, c'est rien du tout. James Cook, il est partout. James Cook, il est omniprésent. Il est omniprésent. Et la seule autre chose sur les premiers contacts dont parlent les élèves, c'est les missionnaires. Mais ce n'est pas n'importe quel type d'élève qui va parler des missionnaires. C'est essentiellement des élèves qui sont scolarisés aux loyautés. Mais vraiment, si j'enlève James Cook, on n'est plus à 50%. On va être plutôt à 4 ou 5%. Bon, la période coloniale et grosso modo tout ce qui se passe après 1980, voilà ce dont les élèves parlent. Et notamment, vous le voyez, tout ce qui est après 1900, le début des années 1980, c'est là qu'on va trouver les éléments les plus nombreux. Alors pas forcément toujours justes, etc., etc. Mais les événements, les accords, jusqu'au référendum, ça ils adorent. Et en tout cas, ils en parlent beaucoup. Alors, pour bien représenter, autrement, cette différence entre ce que je vais appeler une histoire invisible dans les récits et une histoire visible dans les récits, je vais vous présenter les mêmes résultats, mais calculés différemment, et donc avec des résultats qui sont un peu différents, puisque là, j'ai utilisé le fameux Iramutek, donc logiciel d'analyse des données sexuelles, pas sexuelles, mais textuelles. Donc j'ai demandé à Iramutek de procéder à ce qu'on appelle en statistique une classification hiérarchique descendante. Donc un mot très savant, je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. Donc Iramutek prend l'ensemble des textes qui ont été écrits par les élèves sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, il va les découper en petits morceaux, ce qu'on va appeler des segments, et ensuite, une fois que ces segments ont été découpés, des segments qui pour lui sont des segments signifiants, il va regarder quels sont les mots, lui il appelle ça des formes, qu'on va trouver à l'intérieur de ces segments. Et finalement, il va partir du principe que si dans un segment on trouve les mêmes mots ou les mêmes formes, ça veut dire que vraisemblablement, ces deux segments, ils parlent de la même chose. Et donc à partir de ça, il va faire un classement pour aboutir à ce qu'il appelle des classes. Et donc quand je fais tourner Iramutek pour obtenir une classification hiérarchique descendante sur les textes sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, j'obtiens 9 classes avec 93% des segments classés. C'est-à-dire qu'il y a un peu de déchets, il ne savait pas quoi en faire, c'est parti à la poubelle. Donc vous voyez que sur ces 9 classes, avant James Cook, il n'y a rien. C'est-à-dire que pour Iramutek, il n'y a rien de signifiant qui est raconté par les élèves avant James Cook en 1774. Et donc si je replace ces résultats avec en relation la fameuse frise de la Dank dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez bien que vous avez une histoire invisible jusqu'au début de l'époque coloniale et une histoire visible dans les récits, grosso modo à partir de 1853. Voilà. Et grosso modo, vous voyez en pourcentage des segments, tout ce qui se trouve entre 1853 et aujourd'hui, ça représente les 2/3 des segments classés. Et la période contemporaine, plus précisément 80 à aujourd'hui, ça représente à lui seul près de la moitié des segments classés et donc de l'ensemble de ce que disent les élèves calédoniens sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie.
quatrième résultat que je voulais partager ce soir avec vous. Donc là, on va abandonner la question des périodes et on va maintenant s'intéresser à l'origine des informations que les élèves mettent dans leur récit. Donc vous avez vu, tout à l'heure, je vous ai montré, c'était la partie 3 du formulaire de collecte de données. Donc voici les choix qu'ils avaient. Donc cours suivis pendant la scolarité, discussion en famille, ce qui se dit en général sur l'histoire du pays, fiction de télévision à caractère historique, etc. etc. Je vous laisse lire tranquillement tout ça. Donc là, le tableau que je vous présente, c'est l'ensemble des récits, les 2275. Dedans, il y a récits, contes, mythes océaniens, il y a la France, il y a Wallis et Futuna, il y a tout le monde là-dedans. Et on voit très bien, au travers de ce résultat global, qu'il y a grosso modo deux groupes de sources d'informations qui se détachent très nettement. On a un premier groupe qui, on va dire, est au-delà de 45%, c'est les cours suivis à l'école, les discussions en famille, ce qui se dit en général sur l'histoire du pays. Et ensuite, on a un deuxième groupe qui est aussi assez fortement représenté, avec des résultats qui sont, on va dire, entre 20 et 35% des réponses données par les élèves, les films documentaires, les manuels d'histoire, les visites des musées ou expositions, les visites de lieux historiques, les sites internet. Donc dans cette deuxième catégorie, on va pouvoir trouver des sources d'informations qui peuvent être mobilisées soit à l'école, soit à l'extérieur de l'école. Alors ça, c'était juste pour planter le cadre. Maintenant, si on regarde sur le tableau suivant, donc là, vous avez deux pages compliquées à vivre, parce que vous avez des énormes tableaux avec plein de données. Donc ici, c'est la même chose que ce que vous avez vu sur la diapo précédente, mais en fonction du pays dont on raconte l'histoire. Nouvelle-Calédonie, France, Wallis et Futuna, Polynésie française, Vanuatu et puis d'autres. Et on voit bien, je vous ai mis trois types de couleurs différentes pour bien distinguer trois types de situations différentes sur les sources des informations. Pour l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, on voit qu'il semble y avoir quand même une certaine concurrence entre école et famille. Et on voit apparaître une petite prédominance des discussions en famille. En revanche, dans le cas de la France, on a aussi ces deux catégories qui sont très représentées, mais avec des résultats à l'envers. Cette fois-ci, c'est plutôt les cours qui sont la principale source d'information sur l'histoire de France, et pas les discussions en famille. Bon, ça peut se comprendre, la France, c'est loin, etc. Certains élèves, certains parents d'élèves n'ont jamais mis les pieds en France, l'histoire de France, ça ne les intéresse pas, ils ne connaissent pas, etc. etc. Et l'autre élément intéressant, c'est les trois parties où vous avez du bleu. Donc les élèves qui choisissent de parler de Wallis et Futuna, de Polynésie française, du Vanuatu, bah forcément on ne parle pas de ça à l'école. Et donc là on voit quand même la très grande présence de la famille comme finalement seul moyen de transmettre cette histoire. Alors le deuxième tableau compliqué, c'est à nouveau les mêmes résultats, mais cette fois-ci classés en fonction de l'identification communautaire des élèves. Donc vous avez des élèves qui se déclarent Kanak, Kanak calédonien, métis Kanak, mais pas d'Européens dans le métissage. EK+, c'est dedans, il y a de l'européen, du kanak, éventuellement d'autres choses. E et EC, européen et européen calédonien. Métis européen, plusieurs choses, mais pas de kanak dans le métissage. Calédonien tout court, et autres et métis autres, sauf K et E. Bon, vous arrivez à peu près à suivre ? Bon. Donc là, trois éléments. On voit bien que quand l'élève déclare une origine kanak, la place des discussions en famille occupe une place importante, plus importante que l'école comme source d'information. C'est ce que les élèves déclarent. Alors ça, on peut dire que c'est super, mais ça peut être aussi un inconvénient ou un problème, notamment si l'histoire, alors ça vaut pour les Kanaks comme pour les autres, hein. Si l'histoire transmise dans la famille n'est pas la même que l'histoire transmise à l'école, on place les élèves face à un conflit de loyauté. Quelle est l'histoire que je privilégie, à laquelle je m'identifie ? On voit que quand les élèves sont d'origine, se déclarent plutôt d'origine européenne ou calédonienne, en revanche, la part de l'école comme source d'information devient au contraire prédominante. Et donc, grosso modo, ce que nous montre ce tableau très compliqué, c'est que, grosso modo, les élèves d'origine kanak utilisent beaucoup la famille comme source de transmission de l'histoire, alors que les élèves qui ne sont pas kanak accordent une place plus importante à l'école comme source d'information sur l'histoire. Alors, il ne vous aura pas échappé que j'ai mis une petite flèche rose sur le tableau. Alors, une petite flèche rose qui est relative aux résultats que j'obtiens pour participation à des commémorations pour des élèves qui se déclarent d'origine kanak.
Alors j'ai trouvé un peu bizarre, alors c'est pas flagrant, mais il y a quand même parfois, c'est presque le double par rapport à d'autres catégories, donc je me suis un peu posé la question, j'ai réfléchi. Et donc la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est peut-être que j'aurais dû créer une ligne sur participation à des cérémonies coutumières ou à des rituels coutumiers. Bon, je ne l'ai pas mis dans mon tableau, maintenant c'est trop tard puisque les données sont collectées, mais je pense que si j'avais eu la présence d'esprit de le faire, eh bien j'aurais pu obtenir de ce point de vue-là quelque chose d'intéressant. Cinquième chose dont je voulais vous parler en termes de résultats. Donc là, on va être beaucoup moins sur les statistiques, mais beaucoup plus sur les contenus des récits, et je vais vous en lire quelques extraits. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué en lisant les récits des élèves sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est que les visions qu'ils ont du passé sont très fortement dépendantes de ce que j'ai appelé ici dans le titre un héritage colonial. Si j'essaie d'exprimer plus clairement ce que ça veut dire, c'est qu'on a vraiment l'impression que la seule grille de lecture de l'histoire, c'est la colonisation. C'est à la fois les événements liés à la colonisation, puis à la décolonisation, si vous voulez, on peut aussi inclure. Et puis c'est aussi le fait qu'on voit se maintenir dans la manière dont les élèves racontent l'histoire des traces de ce que j'appellerais une idéologie coloniale ou une rhétorique coloniale. Alors, je vous donne un exemple précis, vous allez voir, vous allez de suite comprendre. La Nouvelle-Calédonie a été découverte en 1774 par James Cook. Voilà. Et beaucoup d'élèves n'ont absolument pas de mal à vous dire que ça a été découvert par James Cook et que les Kanaks sont arrivés après. Hein. Ça ne les gêne pas du tout. Hein. Bon, la majorité disent qu'il y avait déjà des Kanaks quand James Cook est arrivé. Mais quand même, l'utilisation du mot découverte est problématique. Parce qu'on sait aujourd'hui que la découverte, c'est bien lié à un processus d'appropriation, etc., et que on est bien dans une rhétorique de la colonisation. Et donc il n'y a que quelques endroits où on commence à voir émerger un vocabulaire alternatif. James Cook est arrivé en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Et alors c'est marrant parce que c'est vraiment dans des lieux très localisés, c'est-à-dire certainement liés au fait que l'enseignant dans la classe a peut-être volontairement abandonné le terme découverte pour en choisir un autre. Un autre élément aussi intéressant, c'est le regard que les élèves portent sur la civilisation kanak pré-européenne. Alors, il n'y en a pas beaucoup, je vous ai dit, mais il y en a quand même quelques-uns qui nous disent des choses sur les Kanaks avant l'arrivée des Européens. Et ce qui est surtout intéressant ici, c'est que grosso modo, chez les élèves, il y a un combat entre eux. Avant l'arrivée des Européens, c'était super, c'est le séjour paisible. Avant l'arrivée des Européens, c'était nul, grosso modo, c'était la catastrophe. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont souvent des élèves d'origine kanak qui ont du mal à se positionner entre ces deux manières d'interpréter la période préalable à l'arrivée des Européens. Donc d'un côté, vous avez par exemple une élève scolarisée à Lifou qui vous dit « Les premiers hommes ont débarqué sur la Nouvelle-Calédonie, c'était des Mélanésiens, ils étaient sauvages, violents et cannibales. » Et donc ce regard négatif sur la civilisation kanak pré-européenne par un kanak va être souvent ensuite exploité en contrepoint pour souligner le rôle bénéfique qu'ont pu avoir les missionnaires à leur arrivée pour transformer les modes de vie, etc., etc. Mais vous voyez que l'élève scolarisé en 6e à Ploum a un langage totalement différent sur la période kanak pré-européenne. Il y a très longtemps, il n'y avait que des Mélanésiens en Nouvelle-Calédonie. Ils vivent tranquilles, peinards, jusqu'au jour où des Français arrivèrent pour conquérir. Donc on voit bien ici qu'il y a quand même une véritable tension entre deux manières de considérer la période pré-européenne chez les enfants et notamment chez les jeunes Kanaks. Bon, un autre point aussi intéressant à souligner, c'est le fait que les élèves présentent quand même souvent l'histoire selon des logiques extrêmement manichéennes, notamment en lien avec la colonisation. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'opposition déjà de deux types de populations qui sont très différentes et que rien ne rapproche. C'est-à-dire qu'on a quand même une vision qui correspond à la réalité, mais qui est quand même aussi un petit peu caricaturale de la situation coloniale. Puisque la situation coloniale, ce n'est pas uniquement des affrontements, ce n'est pas uniquement des dominants et des dominés, il y a aussi des espaces de rencontre, il y a aussi des formes de coopération, etc., etc. Mais ça, dans les récits des élèves, on ne le voit absolument pas apparaître. Alors, une élève de Nouméa nous dit « Les Kanaks, que l'on appelait aussi indigènes, furent réduits en esclavage ». Alors ça, c'est vraiment un truc qu'on retrouve super souvent. Les Kanaks étaient des esclaves à l'époque de la colonisation. Tout le monde sait qu'ils n'étaient pas stricto sensu des esclaves, leur situation n'était pas enviable, mais on ne peut pas les comparer à des esclaves. Bon, alors, on peut trouver ça bizarre comme type de truc. En fait, si on s'intéresse aux travaux en didactique de l'histoire,
En fait, ce type de confusion est en fait extrêmement fréquent, puisque, grosso modo, quand les élèves accueillent un nouveau savoir, pour l'intégrer, ils vont souvent essayer de le mettre en relation avec des savoirs qu'ils ont déjà. Et donc, ils vont fonctionner par analogie, on va dire. Donc, par exemple, pour un élève, il n'y a absolument rien de choquant au fait de dire que Louis XIV, c'est la même chose que Staline. Ou pour un élève, il n'y a pas forcément un grand scandale à dire que Jean-Marie Tjibaou, c'est Nelson Mandela. Parce que, grosso modo, s'il y a bien une erreur dans l'identification de la personne que l'on fait, à un moment donné, il y a quand même un lien qui existe entre la personne qu'on était censé identifier et la personne que l'on identifie réellement. Parce que l'élève, voilà, il a mis en relation tel personnage avec tel autre, et grosso modo, à un moment donné, il en sort un plutôt que l'autre. Bon. Sur la manière aussi très manichéenne, on va surtout beaucoup la retrouver quand les élèves vont parler des événements. Bon, c'est pas étonnant que les événements soient décrits selon une logique d'opposition. Vous avez ici un élève scolarisé en seconde à Nouméa qui vous dit « Grâce à la France, le pays se développe. Il y a plus de Mélanésiens. Certains réclament l'indépendance. Un conflit prend forme, opposant indépendantistes et non-indépendantistes. Ce conflit a comme nom les événements. » Alors, plus problématique, et j'en arrive bientôt à la fin de ma deuxième partie, plus problématique est grosso modo le fait qu'on trouve souvent une vision assez racialisée de l'histoire et des acteurs historiques. Alors je vous ai mis ici deux exemples qui sont les exemples les plus caricaturaux de ce qu'on peut trouver, mais quand même à la lecture de beaucoup de récits d'élèves, on voit quand même que les points de vue, les préjugés, les stéréotypes attachés à certaines catégories de la population continuent à exister encore aujourd'hui. Donc là, je vous ai mis des choses un peu punchy, mais en réalité, on trouve dans les textes beaucoup de choses beaucoup moins punchy, mais qui finalement ne sont pas loin de traduire la même chose. Donc déjà, tout à l'heure, je vous parlais de l'engagement politique de certains élèves. C'est très visible ici chez cet exemple d'un élève de Puebo qui nous dit « Kanak, allons-y, l'indépendance, on l'aura, la Nouvelle-Calédonie est à nous, Kanaki vaincra ». Beaucoup d'élèves, notamment d'origine kanak, terminent leur texte par un flamboyant « Kanaki Dawani ». Là où on a vraiment des choses qui parfois versent véritablement dans des choses qui peuvent être choquantes, c'est avec les deux autres exemples que je vous ai mis. Donc d'abord, une élève scolarisée à Nouméa, s'identifiant comme kanak et calédonienne, qui n'y va pas par quatre chemins en nous disant « Moi je veux l'indépendance, ici c'est notre terre, ils veulent nous la voler, notre richesse, c'est pour nous voler notre richesse, nous tuer, nous niquer, bande d'enculés de blancs, retournez chez vous, vous venez faire quoi ici ?» Voilà. Donc ce type de récit, il n'est pas majoritaire, mais il existe. Il existe ici de manière très violente, mais il existe aussi dans d'autres récits de manière plus feutrée, mais grosso modo, on dit la même chose. Et à l'opposé, on va aussi trouver, rarement, mais ça existe, parfois de manière ouverte, des fois de manière plus feutrée, comme les Kanaks sont naturellement fainéants, ils n'ont pas eu de travail alors que les Blancs si. Ils désirent l'indépendance car ils ont une mentalité très basse et ils ne sont pas, pour la plupart, ouverts d'esprit. Voilà, c'est mon avis, vive la France. Dernier élément sur la manière dont le passé colonial occupe tout l'espace dans la manière dont les élèves considèrent l'histoire. Le fait que, dans les récits des élèves calédoniens, la fin du récit semble toujours laisser l'impression d'une histoire en suspens, d'une histoire qui n'est pas achevée. Et là, c'est radicalement différent, par exemple, par rapport à ce qu'on trouve au Vanuatu, où au Vanuatu, on a bien une histoire qui semble être arrivée à sa fin d'une certaine manière, avec l'indépendance. Ici, on a l'impression que l'histoire, elle est en suspens à la fin. Et ça, c'est très caractéristique. Je vous ai mis ici 3 exemples. Ils sont un peu longs, mais je vais quand même prendre le temps de les lire. Donc la première élève nous dit « Et maintenant, en 2018, il y a un référendum pour demander aux Calédoniens s'ils étaient prêts pour avoir leur indépendance. Le non l'a emporté, mais les Calédoniens, ils ne lâcheront pas. Ils sont déterminés comme jamais. Et voilà comment se finit cette histoire. Les Calédoniens vont évoluer, leurs mentalités changeront, ils feront avancer le pays et la Nouvelle-Calédonie obtiendra son indépendance. » Donc on est sur une histoire qui est en suspens, mais dont la fin, malgré tout, semble inéluctable dans ce cas-là. Un deuxième exemple, avec un élève scolarisé en 6e, vous allez voir que la politisation des discours chez les jeunes, ça peut commencer très tôt. L'histoire de mon pays, c'est la révolte kanak par rapport à l'indépendance. Jean-Marie Tjibaou et Éloi Machoro, les leaders kanak et les 19 qui sont morts à Ouvéa, c'est pour cela que l'histoire continue. Tout le monde se bat pour le pays et Ataï qui s'est battu pour le peuple kanak.
Nous, notre famille se bat pour le pays parce qu'ici, c'est Kanaki, le pays de nos ancêtres. Tous sont au combat parce qu'ils se battent pour notre pays. Et alors ça, c'est une rhétorique qu'on va trouver très souvent dans les discours à connotation indépendantiste, c'est-à-dire un discours véritablement qui mobilise le vocabulaire guerrier, militaire, de l'action violente, etc. Et en contrepoint, je vous ai mis au contraire le récit d'une élève scolarisée en terminale à Nouméa qui, elle, nous dit « Je suis né dans une famille européenne calédonienne. Du côté de mon père, cela fait 5 générations que notre famille est sur le territoire. Et du côté de ma mère, elle vient de France. Je suis né en Nouvelle-Calédonie et j'y ai toujours vécu. Pour moi, l'histoire de la Nouvelle-Calédonie commence au moment des événements. Cette partie de l'histoire fut désastreuse, qu'on a pu résoudre grâce à l'accord de Nouméa en 1998. Une poignée de main symbolique entre un indépendantiste et un loyaliste. Quoi de mieux ? Je suis fier qu'on ait pu trouver une voie pour s'entendre avec des projets et des rêves communs. J'espère que dans l'avenir, on saura trouver une entente comme on l'a trouvée il y a 20 ans. Vive la Nouvelle-Calédonie, vive la France, #non à l'indépendance. » Donc, j'en arrive maintenant à la conclusion. J'ai déjà été un peu long et je vais malheureusement vous faire une conclusion très courte par rapport à celle que j'avais prévue, mais peut-être qu'on pourra revenir sur certains éléments après au moment de la discussion. Donc je vais juste me borner dans la conclusion à rappeler les traits saillants que j'ai essayé de faire ressortir de cette première analyse des récits des élèves calédoniens sur l'histoire de leur pays. Donc la première chose qu'on peut retenir, c'est que je crois qu'il est sans doute exagéré de dire que les élèves calédoniens ne connaissent rien à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Bon. Alors ils ne connaissent pas forcément des choses qui nous font plaisir, ils ne connaissent pas forcément des choses avec lesquelles on est d'accord, mais dire qu'on ne connaît rien sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, je pense que c'est exagéré et au contraire, beaucoup de récits montrent quand même qu'il y a des savoirs qui sont déjà là. Le deuxième élément, tous les élèves calédoniens ne pensent pas spontanément à la Nouvelle-Calédonie quand on leur demande de raconter l'histoire de leur pays. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils n'aiment pas la Nouvelle-Calédonie, qu'ils ne s'identifient pas à la Nouvelle-Calédonie, mais en tout cas, quand ils ont été placés face à la consigne, ils ont fait un autre choix. Mais en tout cas, cette pluralité des sentiments d'appartenance et d'affiliation, elle est quand même relativement importante et elle mérite qu'on s'y intéresse. Autre élément ensuite, une minorité non négligeable d'élèves peine à déconnecter la connaissance sur l'histoire et leurs idées sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et je dirais que cette conclusion-là, elle n'est pas finalement très étonnante, puisque dans la société en général, on a aussi beaucoup de mal, je crois, en Nouvelle-Calédonie, à analyser sereinement l'histoire sans la lier à des enjeux du présent. Autre chose, les connaissances les plus nombreuses portent sur les périodes postérieures à l'escale de Cook à Balade en 1774. Et les périodes les plus récentes sont celles qui focalisent le plus l'attention. Alors ça peut paraître en décalage avec les échanges qu'il y a eu il y a quelque temps entre le comité des sages et le ministre Lecornu, mais moi quand je lis les récits des élèves calédoniens, je vois bien que c'est cette partie-là qui occupe la plus grande place dans le récit. Autre élément ensuite, on voit aussi très bien ici que l'école est loin d'être la seule source d'information des élèves sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et que finalement les élèves sont exposés par des canaux extrêmement variés et différents à cette histoire. Il existe, je crois qu'il faut le dire, une influence de l'identification communautaire sur la manière dont on interprète l'histoire en Nouvelle-Calédonie. Et donc, si l'histoire à l'extérieur de l'école est aujourd'hui un sujet extrêmement clivant, l'école est, en tout cas de mon point de vue, l'un des seuls endroits où on peut aborder de manière dépassionnée l'histoire, travailler sur une histoire commune et partagée. Alors je ne dis pas que l'école y arrive parfaitement, mais je pense que s'il n'y a pas l'école, aujourd'hui, par rapport à la situation telle qu'elle est aujourd'hui, s'il n'y a pas l'école, on n'a pas véritablement d'autres espaces existants pour construire cette histoire commune et partagée. Et alors, je terminerai en disant que malgré des points de vue divergents souvent sur l'histoire, il y a quand même dans les récits des élèves quelques invariants. Alors des choses qui vont peut-être vous faire plaisir, des choses qui vont peut-être vous horrifier, mais grosso modo, l'histoire commune aujourd'hui telle qu'elle nous est racontée par les élèves, c'est-à-dire le plus petit dénominateur commun entre tous ces récits, c'est l'histoire de la Nouvelle-Calédonie commence avec James Cook. On pourrait dire pourquoi pas, puisqu'avant ça ne s'appelait pas la Nouvelle-Calédonie, c'est James Cook qui a donné le nom, donc ça peut, dans l'esprit des élèves, ça peut avoir une influence, etc., etc. Mais bon, du point de vue historique, c'est quand même problématique. Mais en tout cas, pour les élèves, il n'y a pas de doute. C'est 1774 le début de l'histoire.
La période coloniale, pour elle-même, et car elle explique les enjeux de la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui, est la grille de lecture principale de l'histoire. C'est-à-dire tout est restitué, analysé, compris au prisme de la colonisation et après de la décolonisation. Dans les discours des élèves, il apparaît très clair que les oppositions et le recours à la violence sont le principal moteur de l'histoire. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. La violence ne fait pas le poids face au dialogue, etc. Si on veut que les choses changent dans les récits des élèves, il faut se taper dessus. L'opposition apparemment indépassable entre indépendantistes et loyalistes est une donnée omniprésente dans les discours des élèves. On a deux camps et on ne voit pas dans les récits des élèves comment est-ce qu'on pourrait sortir de cette opposition entre les deux camps. C'est-à-dire qu'on a vraiment, quand on lit, l'impression d'arriver à la fin des récits dans quelque chose qui ressemble quand même un peu à une impasse. Alors je vais m'arrêter là, je suis désolé, j'avais prévu d'autres choses, mais je vous ai déjà beaucoup trop accaparé. Donc merci beaucoup pour votre attention, et puis bien évidemment, un temps de discussion et d'échange commence maintenant. Merci beaucoup. Donc, merci Stéphane pour ces éléments édifiants. On a à disposition deux micros, je vais récupérer le deuxième et passer si vous avez des questions. Ou des éléments peut-être à apporter. Bon, j'ai plusieurs choses. Bonjour Stéphane. La première, le tout début de ta conférence m'a fait penser à une autre conférence qui n'a pas grand-chose à voir de prime abord, mais je pense qu'elle serait très intéressante à regarder. C'est une TED conférence sur Tali Selassie qui disait dites-moi, ne me dites pas d'où je viens, mais dites-moi où j'habite. Et en fait, elle expliquait que grosso modo, on ne raconte que et on ne se connaît réellement que dans l'histoire de son quartier. Même pas l'histoire dans sa ville. Quand on dit qu'on est New-Yorkais, en fait, on l'est pas. On connaît que son quartier, etc. Donc, ce qui rejoint en fait ce que tu disais sur ceux qui racontaient que l'histoire de l'IFO, etc. Enfin voilà, ou l'histoire de leur circonscription entre guillemets, enfin de vie, quoi. Voilà. La deuxième chose, est-ce que l'histoire, en fait, alors j'ai plein de choses, donc je vais les débiter vite comme ça, voilà. Est-ce que l'histoire, en fait, qu'il raconte est peut-être pas aussi prédominante de celle des vivants? Par rapport à celle, entre guillemets, quand je dis des vivants, c'est du grand-père, de l'arrière-grand-père, d'anciens qu'on connaît, quoi, tu vois, qui restent à proximité, en fait. Ça, c'est une première question. Une deuxième remarque qui était sur le fait que nous, à l'université, tous les enseignants dans la filière d'histoire, on avait monté un cours qui s'appelle Chronologie et sur lequel on a essayé de travailler en TD avec les étudiants sur construire une chronologie de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et je te rejoins, mais alors complètement, quasiment aucun étudiant n'est capable de sortir une date avant 1774. C'est-à-dire que même il a fallu qu'on leur dise, quand vous allez rendre votre TD, il faut qu'il y ait forcément une date ou une période, enfin, parce que ce ne sont pas des dates à proprement parler, mais quelque chose qui a trait avant 1774. Donc ce qui veut bien dire qu'en effet, ce que tu dis là, nous on le retrouve clairement à l'université, y compris parmi ceux qui sont censés être ceux qui poursuivent les études, voilà, sont plutôt attirés par l'histoire, blablabli, blablabla, quoi. La troisième chose, je pense que ce serait très intéressant de faire le même questionnaire, exactement le même, mais aux enseignants. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, je pense qu'il y a aussi ce que l'enseignant est, qui transparaît aussi dans l'élève, dans l'étudiant. Voilà, donc ce serait intéressant de voir parce que c'est bien beau de parler, là je trouve ça génial ce que tu as fait sur les élèves, mais finalement, comment est-ce que nous aussi, clairement, on se positionnerait face à un tel questionnaire? Je me mets à la place et je me dis que rédiger quelque chose sur l'histoire de la Calédonie, c'est pas simple, quoi. Donc voilà, je pense que ce serait intéressant, en tout cas, de confronter les deux. Et puis voilà, moi, en tout cas, ce que j'en tire, c'est quelque chose de fondamental pour moi, ma recherche qui est sur les musées. Je pensais pas que ça prendrait une place si importante, notamment dans la communauté kanak, sachant que j'imaginais mal, en fait, cette communauté aller vraiment vers cette source d'information et la cité. Donc c'est vraiment quelque chose qui, moi, va rester fondamental dans ce que j'ai voilà, en termes de recherche. Mais donc je reviens juste sur ma question, est-ce que c'est pas celle des vivants? Voilà. Non, mais j'ai noté.
Donc je te réponds rapidement sur... J'ai noté 3 choses, donc je vais te répondre sur 3 choses. La question des vivants, hein, c'est les vivants, les morts, là. Donc il est clair que dans les récits, il est absolument pas du tout exceptionnel de trouver des remarques du style mon grand-père m'a raconté, ma mère m'a raconté, etc. Et là, en fait, on peut voir passer toute la famille sans aucune distinction. Il n'y a pas un rang de parenté par excellence qui va ressortir. Mais souvent, on va trouver quand même la mention de dans ma famille, on m'a dit que, un tel m'a dit que. Donc ça apparaît très fréquemment. Ça apparaît très fréquemment. La deuxième chose sur pas de date avant 1774 ou avant 1774, c'est l'inconnu. Bon. Je crois qu'il y a 2 choses qu'on a l'habitude de travailler en histoire et qui n'existent pas avant 1774. C'est des acteurs historiques identifiés, des acteurs individuels historiques identifiés. Voilà. On n'a pas des noms de personnages à donner. Et donc à partir du moment où on n'a pas de noms de personnages à donner, eh ben, ça marque moins les élèves. Et de la même manière, mettre des dates, mais quelles dates ? 1000 avant Jésus-Christ, l'arrivée des Austronésiens, vers 1000 après Jésus-Christ, le passage à la civilisation kanak pré-européenne, la poterie de Pottanéan qui apparaît à tel moment. On n'a pas en fait des événements clairs, précis, etc. Et donc sans acteurs individuels identifiés, sans repères clairs, telle date, tel jour, à telle heure, il s'est passé ça, les élèves ils ont beaucoup de mal je pense, à s'approprier cette période. Et là-dessus, on est face à un obstacle qui, je pense, est insurmontable et restera insurmontable très longtemps, surtout si on fait référence aux travaux d'Alban Bensa qui nous dit que de toute façon, toute histoire kanak avant le XVIIIe siècle est perdue à jamais pratiquement. Donc là-dessus, c'est difficile d'incarner cette période. Et un tesson de poterie, une ancienne taraudière, etc., je ne suis pas persuadé que ça ait la force suffisante pour que vraiment ça reste dans la tête des élèves parfois. Voilà. Et puis sur la question des enseignants, je finis, je suis peut-être un peu long, pardon. Sur la question des enseignants, alors je n'envisage absolument pas de soumettre le même questionnaire à des enseignants. Voilà. En revanche, je mène depuis quelques mois une série d'entretiens avec des enseignants. Et ce qui ressort de beaucoup de ces entretiens, parfois à des niveaux différents, c'est que chez un certain nombre d'enseignants, je ne suis pas encore aujourd'hui capable de dire combien, mais chez un certain nombre d'enseignants, revient sans cesse l'idée qu'enseigner l'histoire de la Nouvelle-Calédonie les met en insécurité professionnelle. Et grosso modo, on voit très bien 4 sources d'insécurité professionnelle qui apparaissent chez les enseignants qui parlent de l'enseignement de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Il y a d'abord le fait que chaque enseignant a un rapport particulier avec cette histoire et que le rapport qu'on entretient avec cette histoire a forcément une influence sur la manière dont on va envisager son enseignement. Grosso modo, il y a des gens qui accordent beaucoup d'importance à ça, d'autres qui au contraire disent que le plus important c'est que les élèves connaissent l'histoire du monde et pas que l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Donc on peut avoir des positionnements très très différents, mais chacun entretient un rapport particulier. Il n'y a pas vraiment un axe là qui permet vraiment de voir une mobilisation unanime. Le deuxième élément qui apparaît clairement et qui peut être mis en lien avec l'insécurité professionnelle, c'est le fait que des enseignants déclarent, alors, soit qu'ils n'ont pas suffisamment, soit qu'ils ne se sentent pas suffisamment sûrs de leur savoir pour enseigner à leur tour, soit qu'ils savent des choses mais qu'ils sont confrontés à la difficulté à actualiser leur savoir. Et donc là, ça interroge bien sûr le travail que tous les historiens font et la manière dont ce travail arrive entre les mains des enseignants. Et je pense que l'un des éléments qui revient le plus souvent dans les discussions qu'on a avec les enseignants, c'est qu'ils n'ont pas une référence bibliographique incontournable qui leur permettrait de brosser. Ils ont du mal à trouver cette ressource-là qui leur permettrait finalement rapidement d'avoir un aperçu global. Bon, pourtant, il y a des choses qui existent, hein, mais manifestement, ce n'est pas approprié forcément par les enseignants. Le troisième élément, c'est ce qui revient alors là quasi systématiquement, c'est l'absence de ressources. Pourtant, là aussi, il y a des choses. Hein. Il n'y a qu'à aller regarder sur le site du vice-rectorat, etc. Il y a des choses. Mais il y a une difficulté à s'approprier ces choses. Alors, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas développer ici. Et enfin, la dernière chose, c'est que beaucoup d'enseignants, alors, ils vont être plutôt plus avancés en âge que très jeunes, mais on peut trouver dans tous les cas de figure, beaucoup d'enseignants disent que enseigner l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est un sujet qui est socialement vif, et que donc, on y va parfois à reculons, ou on y va à tâtons, parce qu'on craint quelque chose. Voilà. À tort ou à raison. Moi, je ne me positionne pas sur le fait de savoir si c'est à tort ou à raison. Mais il y a encore, parmi une partie des enseignants, des craintes liées à l'enseignement de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, notamment quand on touche à des questions sensibles, la colonisation, les événements, des choses comme ça.
Voilà. Pardon. D'autres questions peut-être? Bonsoir. Pardon, je ne vois pas qui parle. Pardon. Ah, pardon. Bonsoir. Bonsoir. Je pense qu'il faut partir du début, l'origine, la genèse de l'histoire calédonienne. S'il manque une date, s'il n'y a pas une date qui fait date aujourd'hui dans le sens historique du terme, par exemple 1774, découverte de la Calédonie par James Cook, il faut partir des bases archéologiques, des découvertes archéologiques pour mettre une date à des événements qui se sont passés. Comme on dit actuellement, archéologiques permettent de nous dévoiler le fait qu'il y a 3500 ans, les Kanaks ont quitté l'Asie du Sud-Est. Ils ont migré vers la Papouasie occidentale, Papouasie du Sud-Est, et ils sont venus s'installer ici. C'est à partir de ces événements-là qu'on peut situer une date dans l'histoire, dans la chronologie historique de la Calédonie. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons faire un début, une histoire qui fait date à partir de cet événement-là de possession. Et après, je pense qu'on doit partir du contexte socio-ethnique du territoire. Dans un pays où on vit en Océanie, il faut partir, voilà. Si l'école est calédonienne, il faut qu'elle se tende vers une océanisation de cette école-là pour qu'on enseigne les récits historiques de l'Océanie, de Wallis et Futuna, de la région, de Vanuatu et tout. Même si c'est fait de mythes et que c'est la mémoire qui transcrit cette histoire-là au travers de ces mythes-là qui n'ont pas vraiment de sens, de réalité tangible, avec des faits scientifiques vraiment établis. Je pense qu'on doit plus partir vers cette océanisation de l'école calédonienne, l'interpréter à notre sens et dans notre contexte historique local, et sans pour autant se renfermer sur soi et toujours en partant dans un contexte où l'histoire elle est globale, dans la mesure où tout ce qui se passe dans le monde nous touche directement ou indirectement. Je pense qu'il faut beaucoup s'appuyer sur les travaux archéologiques et la science génétique dans la mesure où elles permettent de donner un lien de filiation à des peuplements austronésiens, à des migrations internes. Parce que dans le contexte historique, quand on regarde bien, même si 1774, dans l'imaginaire collectif, elle permet de dire que voilà, tous les jeunes Calédoniens, les lycéens et collégiens, pour eux, c'est le début du commencement de l'histoire calédonienne. Mais je pense qu'il faut se départir de cette conception-là et dire que non, c'est pas ça. La Calédonie, elle est bien plus ancienne que ça. C'est 3500 ans d'histoire, plus des migrations bien plus anciennes que ça, avec des contextes climatiques, les volcans en éruption qui ont créé des migrations internes dans la région, dans le bassin pacifique, des peuplements, des migrations internes entre les îles, comme du Vanuatu vers la Calédonie, ou inversement, d'autres îles qui font partie de la ceinture de feu. Je pense qu'on doit plus aller vers une océanisation de l'école calédonienne qui retranscrit réellement la réalité socio-ethnique du pays, dans un pays où le métissage est roi et où voilà, on est tous des métis dans ce pays, on ne va pas se mentir. Je pense que voilà, c'est partir des dates, si les dates de nos livres ne correspondent pas ou ils rentrent dans l'imaginaire collectif, c'est interpréter au regard des trouvailles archéologiques dans toutes les régions du pays et créer des dates qui font sens, qui donnent un contexte, un cadre vraiment qui s'inscrivent dans cette chronologie-là historique, qui sont enseignées de manière avec une honnêteté intellectuelle, sans prendre parti ou position pour telle ou telle chose. Voilà, il faut se départir de tous ces prismes-là. Il faut que l'école, l'enseignement soit neutre. Elle enseigne à partir des faits historiques établis, des preuves scientifiques, cette réalité-là. Voilà. Je pense qu'on doit tous, dans l'évolution actuelle des choses, il faut faire preuve, avec le cumul des données qu'on a actuellement, c'est les syncrétiser pour créer un imaginaire réel commun qui soit accepté de tous et partagé. Et merci d'avoir m'écouté. Oui, merci pour ces remarques. J'aimerais répondre sur 3 points. Vous avez parlé à un moment donné de la question des migrations. Vous avez aussi dit que la Nouvelle-Calédonie se trouve dans une région qui s'appelle l'Océanie. Moi, j'ai été très frappé. C'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais voilà, je vais rajouter maintenant. Quand j'ai lu les récits des élèves calédoniens sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, grosso modo, dans ces récits, on raconte l'histoire de la Nouvelle-Calédonie pour elle-même, par elle-même, et comme si, dans son histoire, la Nouvelle-Calédonie n'avait eu des relations qu'avec un seul pays, la France. Tout le reste n'existe pas. Et je pense qu'il est important de davantage mettre en relation, notamment à l'école, l'histoire de la Nouvelle-Calédonie dans son environnement régional. Bon. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne fait pratiquement pas ou pratiquement plus. Quand on regarde que ce soit les programmes du primaire, du collège, du lycée,
on étudie la Nouvelle-Calédonie. Et finalement, ce qui n'est pas la Nouvelle-Calédonie, ce qui est autour de la Nouvelle-Calédonie, est quasiment invisible. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui est important de valoriser davantage. Donc là, je suis complètement d'accord avec vous. Le deuxième point sur lequel je voudrais réagir à ce que vous avez dit, c'est sur la question de l'océanisation de l'école, la place des mythes, etc. etc. Bon. Je crois qu'on a un gros travail à faire là-dessus. Parce que grosso modo, aujourd'hui, quand on enseigne l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et notamment l'histoire ancienne de la Nouvelle-Calédonie aux élèves, on va essentiellement se baser sur les traces archéologiques. Je pense que ça a mis du temps à arriver dans les classes, l'étude de l'histoire par l'archéologie, mais je pense qu'aujourd'hui on y est. Bon. Mais en revanche, si on part uniquement sur l'étude de l'histoire à partir de l'archéologie, ça veut dire qu'il y a toute une autre série de savoirs que peut-être on ne va pas aborder. Et pourtant des savoirs auxquels des gens s'identifient. Peut-être des savoirs qui, pour certaines personnes, ne sont pas seulement des croyances, mais constituent bien une vérité historique. Et alors ça, c'est vrai chez les élèves, mais ça peut être aussi vrai chez certains enseignants. Je me rappelle, il y a 2 ans, d'une étudiante, Kanak, qui avait décidé de travailler dans le cadre de son mémoire de recherche sur, grosso modo, le peuplement austronésien de la Nouvelle-Calédonie, etc., etc. Et donc elle m'a produit 10 pages scientifiquement parfaites sur comment les premiers habitants sont arrivés, quelles sont les traces archéologiques, etc., etc. Et puis à un moment donné, alors qu'on était en plein milieu de la soutenance, elle me dit « Oui, voilà, tout ça c'est l'histoire. Mais moi, je continue à croire que le premier être humain qui a vécu en Nouvelle-Calédonie, il est issu d'un lézard. » Donc là, tout d'un coup, je ne m'attendais pas à voir arriver le truc. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un travail à faire là-dessus. Alors, pas forcément pour dire que les savoirs issus de l'archéologie et les savoirs culturels ou savoirs autochtones ou savoirs, je ne sais pas comment on peut les appeler, c'est la même chose, parce qu'il ne faut pas les amalgamer. Mais en revanche, je pense qu'on a intérêt quand même à travailler sur ce sujet-là à l'école. Alors que je pense que parfois, c'est laissé à l'extérieur de l'école. Alors ça ne veut pas dire qu'on va mettre ces savoirs sur le même plan, mais ça, on va peut-être pouvoir montrer aux élèves qu'ils appartiennent, ou en tout cas qu'ils sont régis par des régimes de vérité différents. Et que grosso modo, le rapport à la vérité, il peut varier en fonction de la culture à laquelle on s'identifie, etc., etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros enjeu autour de ce sujet-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ces savoirs qui, traditionnellement, sont plutôt exclus. Moi, voilà, je vais vous dire spontanément, les mythes, ce n'est pas de l'histoire. Mais pourtant, je vis dans un pays où, pour une partie de la population, ces mythes, c'est de l'histoire. Mais de l'histoire au sens occidental. C'est-à-dire qu'on le prend comme ça. Donc on ne peut pas juste dire c'est comme ça et puis tant pis pour eux. Il va falloir, je pense, essayer de faire quelque chose de tout ça. Donc voilà juste ce que je voulais dire par rapport à votre intervention. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Alors mon interrogation est, nos collègues de l'ESP pourront peut-être nous éclairer sur cela ou les enseignants qui sont là. Donc je suis étudiant en master EOP et dans un de nos EC, un des enseignants-chercheurs nous a partagé le fait que je ne citerai pas de nom, mais que dans les années 90, il y a eu dans les programmes scolaires des manuels d'histoire qui dataient dans les frises dataient le début de l'histoire à partir de 1774. Et si on essaie de corréler ça par rapport à votre étude et à l'échantillon que vous avez eu, on peut très bien voir que ça peut corréler avec les parents dans le milieu familial, parce que dans les sources que vous avez par rapport au récit qui est fait par les élèves, et c'est principalement le milieu familial. Et si on essaie de placer tout ça, on peut peut-être, on identifie que c'est les parents de ces élèves-là qui ont reçu aussi dans l'éducation qu'il y a eu scolaire ces informations-là. Donc je voulais juste si vous pouvez compléter mon interrogation par rapport à ça.
par rapport au manuel scolaire et la datation du début de l'histoire calédonienne dans les manuels scolaires calédoniens. Alors, si je me souviens bien, heureusement Christiane Terrier n'est pas dans la salle, je crois, donc si je me trompe, elle ne sera pas là pour me corriger. Mais il me semble que les premières traces, si je me souviens bien, d'un manuel scolaire qui aborde l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, il me semble qu'on commence à voir apparaître des choses dans les années 1930 et après on a des choses dans les années 1950 à l'époque de la loi cadre de fer. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il me semble que dans le manuel d'histoire-géographie dit Le Borgne, il me semble qu'on commence en 1774. Mais là, j'avoue, je n'ai pas regardé depuis longtemps. Pourtant, je l'ai à la maison et d'ailleurs, on me l'a offert. Mais je ne me rappelle plus, mais il me semble qu'on commence en 1774. Bon, aujourd'hui, ça fait quand même longtemps qu'on a dépassé cette date comme date du début de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et je pense que vous faisiez référence aux années 1990. Dans les années 90, on avait déjà fait exploser cette date-là pour remonter bien avant. Et en tout cas, aujourd'hui, à l'école, il est évident que l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, que ce soit au primaire, au collège ou au lycée, on va la commencer avec l'arrivée des premiers Austronésiens il y a environ 3000 ans. Et là-dessus, il n'y a absolument pas de problème. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, c'est bon. Pardon. Et juste une sur, je me suis interrogée sur le contenu des récits ironiques. Des récits, pardon ? Ironiques. Quel était le contenu, si tu t'en souviens Là, comme ça, je ne me souviens pas des contenus ironiques. Par contenu ironique, en fait, ça va être souvent un élève qui va prendre une posture assez moqueuse, on va dire, à l'égard de l'histoire et de son évolution, qui va un peu se moquer ou qui va un petit peu... Oui, ça va plutôt prendre cette forme-là. Alors, dans les souvenirs que j'en ai de ces récits qui ont plutôt une orientation ironique, si je me souviens bien, c'est plutôt des récits qui ont été écrits par des élèves de lycée, voilà, qui vont adopter une attitude très détachée, voilà. Parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est quelque chose que j'ai pas eu le temps de dire ce soir, mais ça pourrait être éventuellement l'objet d'une autre conférence, c'est que la manière d'aborder l'histoire, il y a quand même des différences importantes qui apparaissent entre le collège et le lycée. Au lycée, les élèves vont être souvent assez focalisés sur les événements, les dates, des choses assez précises. Et en revanche, au lycée, ils vont nous présenter l'histoire de manière beaucoup plus, on va dire, nébuleuse. C'est-à-dire, grosso modo, on va moins s'attacher aux dates, mais plus, grosso modo, à des concepts, ce qu'on a compris, etc., etc. Et c'est dans le cadre un peu de cette histoire un peu nébuleuse, qui s'est un peu affranchie des dates, des choses, mais où on fait quand même référence à des choses, qu'on va pouvoir trouver comme ça des postures un peu ironiques. Voilà. Mais je ne suis pas capable d'aller plus en détail là-dessus ce soir, pardon. Parce que c'est vraiment un tout petit morceau et ce n'est pas le morceau qui m'intéresse le plus aussi dans tous les récits sur les 2275. J'essaie de les apprendre par cœur, mais c'est difficile. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Sinon, on va clore, remercier Stéphane pour cette belle intervention. Ah, si. Non, en fait, c'était juste pour vous demander, par rapport à l'Atlas de la Nouvelle-Calédonie, on parlait des mythes juste avant, et en fait, dans cet Atlas-là, on retrouve une carte où on a les chemins coutumiers, les chemins des morts, en fait. Et vous pensez quoi, du coup, du fait que vous dites que c'est pas de l'histoire, et pourtant, on retrouve une carte comme ça dans l'Atlas de la Nouvelle-Calédonie. Alors, la première précision importante, Isabelle, c'est que je n'ai jamais dit que ce n'était pas de l'histoire. J'ai dit qu'il fallait s'interroger et travailler sur les relations qu'on pouvait faire entre ce type de savoir et le savoir, on va dire, académique, occidental, si on veut même aller plus loin. Mais je n'ai pas dit que ce n'était pas de l'histoire. J'ai dit que souvent, on avait tendance à considérer que ce n'est pas de l'histoire, mais ce n'est pas de l'histoire. Après, un autre élément qui me paraît important et qui va peut-être être en lien avec la carte dont vous parlez, c'est grosso modo la place que l'on va accorder à l'oralité dans l'histoire
l'élaboration d'un savoir historique, la transmission de ce savoir historique. Et grosso modo, aujourd'hui, l'oralité, elle n'est pas beaucoup mobilisée, notamment pour apprendre l'histoire, etc., etc. Et alors, je ne sais pas exactement, parce que là, je vois la carte, mais je ne la revois plus en détail. Je ne sais pas quelle est la source qui a servi à établir cette carte. Mais j'imagine que ça doit être au moins en partie à partir d'une mémoire orale, des choses comme ça quand même, qu'on a pu retracer ces choses-là. Mais vraiment, il faut aller vérifier, parce que vraiment, ce n'est pas quelque chose que j'ai comme ça de suite tout frais à l'esprit. Mais voilà, et donc moi, quand vous me parlez de ça, ça me fait penser à la place de l'oralité dans le savoir historique et dans la transmission de l'histoire. Voilà. Mais ça, c'est aussi encore un autre vaste sujet. Voilà. Mais vous me demandiez ce que je pense de cette carte. Cette carte ne me choque pas et je la trouve très intéressante. Une nouvelle diffusion des formulaires est prévue? Non. Parce que le travail de collecte a été un travail quand même assez ardu. Et surtout le travail de saisie informatique de 2275 récits, dont certains peuvent être très longs, c'était quand même le cauchemar. Enfin, j'ai vécu une année difficile quand même avec ça, donc j'ai pas forcément envie. Sans compter qu'en plus des 2275 dont je vous ai parlé ce soir, j'en ai 838 du Vanuatu aussi. Donc en fait, j'en ai passé 3000 en fait au total. Hein. Donc non, pour le moment, c'est pas prévu. Alors si je le prévois, ce sera certainement peut-être un peu plus tard. Et alors, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est d'aller faire la même chose à Wallis et Futuna, en Polynésie française, voire dans d'autres endroits du Pacifique, justement pour pouvoir accumuler des données et développer des perspectives comparatives. Mais on va dire que ça, c'est pas à un horizon avant, on va dire 2, 3, voire 4 ans. Quoi. D'abord, j'ai beaucoup de matière d'abord à analyser avec ce que j'ai déjà là. Voilà. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'aller plus loin, hein, ça c'est sûr. Il y a Isaac qui est en haut qui veut encore poser une question. Alors, juste deux dernières questions. On a vu dans votre étude que, je rejoins le propos de la collègue de l'ESP, on a vu dans votre étude qu'il y avait un pourcentage des élèves qui répondaient par rapport à des mythes et à la mythologie océanienne. Est-ce qu'il y a un vrai questionnement dessus avec des anthropologues ou avec des enseignants de l'ESP? Je pense à M. Wadarwan qui travaille beaucoup sur les savoirs autochtones. Et par rapport au fait à ces repères, parce que ces océaniens-là n'ont peut-être pas la même vision de l'histoire que celle qui occidentale qui est enseignée à l'école. Et enfin, quels sont vous avez parlé de votre étude sur un plus large échantillon dans d'autres territoires, mais vous allez faire quoi des résultats après? Pardon? Vous allez faire quoi des résultats après? Plein de choses, des articles, des livres, ce que fait un chercheur, quoi, on va dire. Des articles, des livres, des conférences, des choses comme ça, voilà. Donc j'espère en tout cas à l'horizon, on va dire 2022, être capable de publier quelque chose d'assez conséquent et complet à partir des récits exclusivement calédoniens, par exemple. Voilà. Donc ça c'est le travail du chercheur. Voilà, collecter des données, les analyser, puis ensuite diffuser ces analyses. Donc là, ce soir, c'est sous la forme d'une conférence. J'ai déjà donné une conférence sur le même sujet en Belgique il y a quelques temps. Je vais bientôt publier un article. Voilà, c'est de la publication, de la diffusion du savoir, quoi. Et alors par rapport au mythe, conte, tout ce que vous voulez là. Alors, je continue à m'interroger beaucoup sur le fait de savoir pourquoi certains élèves ont décidé de mettre ça dans leur formulaire. Voilà. Le principal problème, c'est que sur ces élèves, finalement, je sais peu de choses. Je sais où est-ce qu'ils vont aller à l'école, je sais dans quelle classe ils étaient, je connais leur sexe, je connais leur âge et leur affiliation communautaire. Mais comme je l'ai dit au début, c'est anonyme.
Donc là, c'est vrai que parfois, sur certains récits, j'aimerais connaître l'élève et puis pouvoir aller lui demander, mais explique-moi ce que tu as fait. Malheureusement, c'est pas possible. Donc, par exemple, pour interpréter pourquoi un élève a dit telle chose plutôt qu'une autre, j'en suis réduit à me poser des questions et à émettre des hypothèses. Mais que ce soit tout seul ou en ayant voir Eddie Wadrawan ou quelqu'un d'autre, je ne vais pas avoir de réponse parce que ce qui s'est passé dans la tête de l'élève au moment où il a commencé à l'écrire, on ne le sait pas et on ne le saura jamais. Donc là-dessus, en revanche, ce qui est sûr, c'est que la question des savoirs autochtones, je le disais tout à l'heure, mérite qu'on s'y attarde. Et je pense que des travaux de recherche spécifiques sur ces questions-là doivent être entamés, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et je pense qu'on a là un vaste champ de réflexion, de connaissances à acquérir, etc., qui s'ouvre devant nous. Voilà. Donc là, au sein du LIR et avec d'autres laboratoires de l'université, on a monté un projet justement sur la question des savoirs autochtones. Et donc j'espère que dans les années à venir, on pourra développer ces approches pour essayer de mieux justement comprendre, expliquer, créer des relations et pas forcément opposer deux types de savoirs qui paraissent complètement diamétralement opposés. Voilà, tout un tas de choses comme ça. Voilà. Eh bien, il me reste à vous remercier une fois encore d'être venu, vous souhaiter une très bonne soirée, puis je vous propose d'applaudir encore une fois Stéphane pour son travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci d'être venu. Et puis voilà, merci et puis bonne soirée.